Chapitre 1. Le feu qui n'a jamais brûlé. Le village de Marlécombe n'était pas réputé pour son effervescence. Niché entre des collines verdoyantes et les ruelles sinueuses des Cotswolds, c'était un lieu de haies bien entretenu, de fenêtres aux rideaux de dentelle et de tasses à thé qui résonnaient plus que de scandales. La vie ici s'écoulait au rythme des cloches de l'église, et l'événement le plus choquant de ces derniers temps fut le piétinement des rosiers du vieux monsieur Biddle par un mouton errant. C'était le cas jusqu'à la fête du printemps de Marlécombe. Tout avait commencé de la manière habituelle. Des banderoles tendues entre les sycomores, des tables pliantes chargées de pots de confiture et de gâteaux aux graines, des enfants se précipitant entre les jambes des dames de l'Institut des femmes, et le vicaire M. Allerton transpirant doucement sous son chapeau de paille, alors qu'il jugeait le concours de biscuits Victoria. Miss Marple était là, bien sûr. Vêtue de son cardigan lavande pâle et de chaussures confortables, elle s'était tenue près du stand de marmelade, discutant avec Madame Witherby du succès inattendu de la récolte de rhubarbe de cette année. Elle n'était jamais du genre à manquer un événement local, non pas par curiosité, comme certains le chuchotaient, même si elle admettait une certaine curiosité, mais parce que, comme elle le disait souvent, on apprend beaucoup en observant les gens quand on croit que personne ne les regarde. La fête touchait à sa fin lorsque le cri retentit. C'était une voix de femme, aiguë et terrible, qui trancha comme un couteau le bourdonnement satisfait des conversations. Les têtes se tournèrent, du thé fut renversé, et du fond de la pelouse, près du vieux presbytère au toit de chaume, une silhouette accourut. Il s'agissait de Violette Grimshaw, la nièce récemment revenue du regretté chanoine Grimshaw, décédée l'hiver précédent après avoir glissé sur le seuil glacé de sa porte. Violette avait hérité du presbytère, une structure froide et délabrée que les habitants croyaient secrètement plus hantée que sacrée. Elle y avait emménagé un mois seulement, ses airs londoniens et sa garde-robe de manteau de laine anguleux, faisant d'elle une curiosité. Elle trébucha maintenant sur la pelouse de la fête, le visage exsangue. « Il y a un homme, dans la cheminée !» s'écria-t-elle. « Dans le salon, mort. Oh mon Dieu, il est mort !» La foule se rua. Le vicaire laissa tomber son filet de citron. Quelques courageux, le docteur Crawford, le jeune agent Lever et M. Blenkinsop, le marchand de légumes, se précipitèrent à sa suite. Les autres restèrent sur place, murmurant à la fois surprise et ravie. Miss Marple ne se pressa pas. Elle observa. Et tandis que le dernier des coureurs disparaissait dans le chemin menant au presbytère au toit de chaume, elle secoua doucement la tête et se tourna vers Madame Wetherby. « Curieux, » dit-elle doucement. Madame Wetherby semblait faible. « Je vous demande pardon. »« Ce cri, » dit Miss Marple. Le ton était tout à fait sincère, mais Violette Grimshaw n'est pas du genre à céder à l'hystérie. Elle semble du genre à enjamber un corps plutôt qu'à le fuir. Non, il y a quelque chose qui cloche, vous ne trouvez pas ? Avant que Madame Wetherby ne puisse répondre, ils entendirent le son d'un sifflet de police et le faible murmure de voix élevée. Lorsque Miss Marple atteignit le presbytère de la Chaume, après avoir accepté de monter dans la calèche du major Denning, la fête était bel et bien terminée. La nouvelle se répandit rapidement à Marlécombe, surtout lorsqu'il y avait quelque chose de délicieusement sinistre à raconter. Un corps, une mort étrange, une nièce de Londres de retour, l'air troublé. C'était la plus grande effervescence depuis l'incendie de la boulangerie de 1937. L'agent Lever se tenait à la porte, énervé et le visage rouge. « Je crains de ne pouvoir laisser entrer personne, » dit-il à la foule grandissante. « Enquête officielle, vous comprenez. L'inspecteur est en route. » Miss Marple, qui avait observé tranquillement l'allée du jardin, la porte d'entrée légèrement entr'ouverte et les regards nerveux échangés entre Violette Grimshaw et le docteur Crawford, qui fumait avec une main qui tremblait légèrement, hocha simplement la tête. « Je comprends parfaitement, mon cher, » dit-elle, « mais je dois dire qu'un corps dans une cheminée, c'est plutôt inhabituel. » Lever cligna des yeux. « Comment as-tu... »« Oh, c'est bien Violette qui l'a dit, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple d'un ton vague.
Quel décor dramatique! De l'intérieur de la maison parvint un son étouffé de voix, plus profonde, plus autoritaire désormais. L'inspecteur était arrivé. Le communiqué officiel fut publié le lendemain matin. L'homme, inconnu de la plupart des habitants du village, avait été retrouvé assis, le dos droit, dans la cheminée froide du salon du presbytère. Il s'appelait Charles Denny. Selon Violette, elle était revenue de la fête pour chercher ses gants et l'avait trouvé là, les jambes croisées, la tête anormalement affaissée. Mort, empoisonné, comme il s'est avéré. Une tasse de thé posée sur le tapis bas de l'âtre, à côté de lui, exhalait encore un léger parfum d'amandes amères. Suicide, murmuraient certains. Ne soyez pas absurde, disaient d'autres. Personne ne s'assoit dans une cheminée pour mourir. Miss Marple ne dit rien. Mais plus tard, dans le calme de sa chaumière, tandis qu'elle remuait le contenu de sa théière et lisait le journal du jour, son regard s'attarda sur l'image du presbytère au toit de chaume. Elle fronça légèrement les sourcils. « Un feu qui n'a jamais brûlé, » murmura-t-elle, « et un homme qui est venu y mourir. Du moins, c'est ce qu'il paraît. » Elle prit une gorgée de son thé et hocha lentement la tête. « Ce ne sera pas aussi simple qu'il y paraît. » Chapitre 2. Des tasses à thé et des cendres froides. Le lendemain matin, Marleycombe se réveilla comme s'il sortait d'un rêve partagé. Le genre de rêve dont on se souvient par fragments. Le cri d'une femme, l'éclat des boutons de laiton sur le manteau d'un agent de police, et l'image, la plus persistante de toutes, d'un homme assis bizarrement dans une cheminée, comme s'il s'était dirigé vers la mort sans s'en rendre compte. Au Baytree Cottage, Miss Marple remuait doucement son porridge, perdue dans ses pensées. La pluie avait commencé au petit matin et frappait encore légèrement la fenêtre de la cuisine. Une petite mésange bleue voltait sur le rebord, troublée par son reflet. Tout semblait plus calme que d'habitude. Le rythme habituel du village s'était arrêté, suspendu dans l'air comme la note finale d'un hymne. L'esprit de Miss Marple, cependant, était occupé. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité, la vraie vérité, pas celle énoncée dans les journaux ou par des hommes en uniforme, se trouvait rarement dans les déclarations tonitruantes ou les grandes théories, mais dans les infimes contradictions. Les gens, disait-elle toujours, étaient des créatures d'habitude. Et le meurtre, d'après son expérience, était presque toujours une question de schéma perturbé. Cette pensée lui revint alors qu'elle se souvenait de la tasse de thé. « Je me demande, » dit-elle à voix haute, la cuillère à la main, « pourquoi un homme s'assoirait devant une cheminée pour boire du thé ?» La mésange bleue inclina la tête, comme pour montrer son accord. Plus tard dans la matinée, Miss Marple partit pour ses courses habituelles et fit par hasard un léger détour devant le presbytère au toit de chaume. Depuis la ruelle, la maison paraissait banale. Le lierre grimpait paresseusement sur un côté, et le toit, encore couvert de chaume bien que légèrement dégarni par endroits, luisait d'humidité sous le ciel gris. Aucun signe visible n'indiquait la mort d'un homme. Pas d'agent de police arpentant la maison, pas de calèche ni de coroner. Seul un petit heurtoir en laiton en forme de tête de lion semblait lancer un regard désapprobateur au monde. Elle marchait lentement, ajustait ses gants et jetait un regard pensif à la maison. Au moment où elle s'apprêtait à partir, la porte s'ouvrit. Violette Grimshaw se tenait là, enveloppée dans un épais châle bleu marine, le visage pâle et tiré. Elle sursauta légèrement en voyant Miss Marple, puis parvint à esquisser un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Miss Marple, n'est-ce pas? De la fête d'hier? » « En effet. J'espère que vous me pardonnerez. Je passais par là et je voulais m'enquérir de votre bien-être. Quel choc terrible, ma pauvre chérie. » Violette hésita, puis recula. « Voudriez-vous un peu de thé? » « Je ne devrais pas m'imposer, » rétorqua doucement Miss Marple. « Non, j'aimerais bien avoir de la compagnie, » dit Violette. « Honnêtement. » Miss Marple la suivit dans la maison. L'intérieur du presbytère au toit de chaume était sombre et frais. Le salon,
où avait eu lieu la malheureuse découverte, sentait légèrement le tissu humide et le cirage. Violette la conduisit dans un petit salon attenant à la salle à manger, meublé simplement mais avec une touche art déco. Figurines en verre, grande lampe en laiton et un tapis géométrique audacieux qui semblait étrangement moderne face à l'architecture Tudor du cottage. Violette versa le thé avec précaution, ses mains stables, mais ses yeux portant toujours le regard vitreux de quelqu'un en état de choc. « Ils disent pas que c'était du cyanure, » dit-elle après une pause. Le docteur Crawford a dit qu'il l'avait senti immédiatement. Des amandes amères. Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Une odeur si particulière, mais on se demande comment elle est arrivée là. Connaissiez-vous bien Monsieur Denny ? Violette secoua la tête. À peine. Il était venu voir la maison, quelque chose à voir avec les vieux livres de mon oncle. Je l'ai laissé entrer vers midi, puis je suis parti à la fête. À mon retour, sa voix se brisa. Il était là, dans la cheminée, dit doucement Miss Marple. Violette leva brusquement les yeux. Oui, j'espère que vous ne trouverez pas cela déplacé, poursuivit doucement Miss Marple, mais c'est un endroit tellement inhabituel. Avait-il mentionné qu'il avait froid ? Voyez-vous, la cheminée n'a pas été utilisée depuis la mort du chanoine Grimshaw. Non, et c'est justement ça. La cheminée ne fonctionne plus depuis des années. Elle est fissurée à l'intérieur. La cheminée est dangereuse. Tonton voulait la réparer, mais il est mort avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Violette marqua une pause. Et non, il n'a pas mentionné qu'il avait froid. Il faisait chaud hier, non ? Tout à fait, acquiesça Miss Marple. Il a apporté le thé avec lui ? Je l'ai fait avant de partir. Je laisse toujours le pot dehors, au cas où un visiteur passerait. Il a dû se servir tout seul. Miss Marple prit une petite gorgée de son thé et étudia la jeune femme. « Tu es très calme. » Violette esquissa un sourire crispé. « Pas à l'intérieur. »« Et vous dites qu'il s'intéressait aux livres de votre oncle ? » ?»« Oui. Il m'avait écrit, il y a des semaines. Il disait croire que mon oncle possédait peut-être la première édition d'un traité théologique. Je m'en fichais. J'avais de toute façon l'intention de vendre la majeure partie de la bibliothèque. »« Ah, dit Miss Marple. Et a-t-il trouvé ce qu'il cherchait ? Je ne sais pas. Il n'était pas encore entré dans le bureau. Le salon est à l'avant. Je suppose qu'il était assis là à attendre mon retour. Mais j'ai choisi la cheminée plutôt qu'une chaise. Violette baissa les yeux. Oui. Ils burent en silence un moment. La pluie continuait de s'abattre doucement sur les vitraux. De retour au village, les ragots allaient déjà bon train. À la boulangerie, Madame Beale jura avoir déjà vu Charles Denny. Un homme grand, au nez pincé. Il a acheté un de mes Chelsea Buns mardi dernier. À la poste, M. Holcombe affirma que l'homme était venu poser d'étranges questions sur le testament du chanoine Grimshaw. Et à l'auberge de la Lanterne Verte, où la moitié du village se rassemblait pour boire une bière et faire scandale, le vieux Harold Fox se pencha sur sa pinte et murmura « Je vais vous dire ce que je pense. Cet homme n'était pas là pour les livres. Il était là pour toute autre chose. » Tout le monde avait une théorie. Seule Miss Marple, assise plus tard dans la soirée avec son tricot et un petit feu crépitant dans son âtre, évita toute spéculation. Elle se contenta de passer en revue tout ce que Violette Grimshaw avait dit, et surtout ce qu'elle n'avait pas dit. Elle avait appris au fil des années que les gens mentaient souvent, mais les vérités qu'ils omettaient étaient bien plus révélatrices. Une cheminée froide, un homme empoisonné, une femme qui a oublié du thé, et une théière toujours prête pour les invités. Aucun témoin, aucune note, une collection de livres, peut-être, ou peut-être quelque chose de plus. Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Ça ne commence jamais par un meurtre, » dit-elle à voix haute. « Ça commence par quelque chose de bien plus petit. » Elle regarda le feu. « Et l'astuce, voyez-vous, c'est de découvrir ce qu'était ce quelque chose. » Chapitre 3. L'héritage du canon. La pluie s'était arrêtée le lendemain matin, laissant Marlécombe propre et scintillant de rosée. Au-dessus de nos têtes, des nuages dérivaient nonchalamment dans un ciel bleu pâle, et les oiseaux reprirent leur chant habituel, comme si les événements de la fête n'avaient été qu'un bref coup de tonnerre dans l'été éternel du village.
Miss Marple, cependant, savait mieux que ça. Elle était assise dans son salon avec un petit plateau de pain grillé et de miel, le Times plié à côté d'elle, et son carnet, discret, relié en lin et marqué seulement d'un petit M doré, ouvert sur ses genoux. En haut de la page, elle avait écrit 2 noms de sa main délicate, Charles Denis Chanoine, Arthur Grimshaw. Et en dessous, une question simple. Que cherchait-il? À 10h30, Miss Marple enveloppa ses épaules d'un léger châle et se dirigea vers l'église. Bien que dimanche fût encore dans 2 jours, le presbytère de Marlécombe et l'église attenante étaient généralement ouverts aux visiteurs, surtout ceux qui venaient avec une expression de pieuse curiosité et peut-être un don pour le toit. Elle rencontra le révérend Allerton près de la sacristie, un homme bienveillant aux yeux bleus larmoyants et à la tendance à parler par demi-phrases qui se terminaient par des sourires d'excuses. Il revenait tout juste d'une inspection d'une canalisation qui fuyait lorsqu'il la remarqua. « Ah, Miss Marple, comme c'est bon de vous revoir. Une affaire terrible, oui. Un choc épouvantable. Pauvre Violette, épouvantable. » « Je suis tout à fait d'accord, » dit-elle chaleureusement. « J'ai pensé visiter la tombe du chanoine Grimshaw, si cela ne me dérangeait pas. »« Pas du tout, pas du tout. Vous trouverez sa plaque dans le transept sud. Un beau travail. Madame Loring a fait la calligraphie elle-même. Une main douée, quoique assez ferme au sein du comité, vous savez. » Miss Marple entra. L'intérieur de Sainte-Marguerite était tel qu'elle s'en souvenait. De la pierre fraîche, légèrement parfumée à la lavande et au thym. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, formant des flaques couleur de joyaux sur les dalles. Elle s'arrêta devant la plaque. À la douce mémoire du chanoine Arthur Grimshaw, recteur de cette paroisse depuis 34 ans, érudit, berger et serviteur de Dieu. Décédé le 12 janvier 1951. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'y avait rien d'inhabituel là-dedans, aucune trace de secret ou d'étrangeté. Et pourtant, derrière elle, le révérend était réapparu. C'était un homme profondément respecté, dit-il, intransigeant sur la doctrine, mais jamais méchant, un peu accumulateur pour être honnête. Son bureau était pratiquement barricadé de livres. « C'est ce que j'ai entendu dire, » dit Miss Marple, « et une sacrée collection apparemment. » Le vicaire hocha la tête. En effet. Surtout de la théologie, bien sûr, mais aussi quelques histoires anciennes et des bricoles d'antiquaires. Un Londonien est venu un jour, il y a des années, s'enquérir d'une traduction allemande de l'institution de Calvin que le chanoine était censé posséder. Une édition très obscure, apparemment. Il l'a renvoyée nette. « Oh » demanda Miss Marple. « Pourquoi » Le vicaire ricana. Il a dit que la théologie ne se vendait pas comme du savon. Il a dit à cet homme que s'il voulait apprendre, il pouvait entrer au séminaire. Miss Marple sourit poliment, mais son esprit était déjà occupé. Elle classa le détail. À midi, elle s'était rendue à la bibliothèque du village, un bâtiment modeste avec de hautes fenêtres laissant passer les courants d'air et une légère odeur de moisi accrochée à ses murs encombrés de papier. Derrière le bureau principal se trouvait Miss Florence Benchley, la bibliothécaire et, plus important encore, un classeur vivant de l'histoire du village. « Oh oui, » dit Florence en regardant par-dessus ses lunettes, en demi-lune. Le chanoine Grimshaw venait tous les jours. Il avait sa propre chaise, vous savez, la deuxième à partir de la fenêtre. Il y restait assis pendant des heures, recopiant des vers latins ou écrivant de longues lettres de sa petite main crispée. Il disait que la lumière était meilleure ici qu'au presbytère. On m'a dit que sa collection était plutôt précieuse, dit Miss Marple en feuilletant un catalogue. A-t-il jamais prêté des volumes à la bibliothèque? Prêté? Florence laissa échapper un léger grognement. Oh non. Il protégeait ses livres, celui-là. Il ne me laissait même pas toucher les dos quand il en apportait un pour comparer un index ou recouper une note de bas de page. Il les trimballait enveloppés dans du tissu comme des bébés. Miss Marple gloussa. Et Violette Grimshaw? Florence pinça les lèvres. Bizarre.
élégante à la londonienne, mais pas aussi sûre d'elle qu'elle voudrait le paraître. Je l'ai surprise en pleurs une fois, 1 semaine environ après son emménagement. Elle a fait semblant d'avoir le rhume des foins, mais elle n'avait ni mouchoir en papier. Elle restait plantée là, à s'essuyer les yeux du bord de sa manche. Miss Marple nota le détail sans commentaire. « Vous n'auriez pas vu M. Denny par hasard ?»« Un grand garçon, un manteau gris, une petite moustache. Cela semble correct. Oui, il est venu une fois. Il nous a demandé si nous avions des traces de dons faits à l'église, quelque chose à propos des dotations et de qui avait financé les nouveaux vitraux dans les années 30. Étrange questionnement, vraiment. A-t-il mentionné le canon ? Il m'a demandé si le chanoine avait déjà écrit ses mémoires. Florence secoua la tête. Je lui ai dit que nous les aurions déjà publiés s'il l'avait fait. Il est reparti déçu. Cet après-midi-là, Miss Marple rentra chez elle avec son carnet plus rempli et ses soupçons plus aiguisés. Il y avait maintenant 3 motivations qui prennent forme, ou au moins 3 pistes d'enquête potentielles. Un livre rare, peut-être une première édition précieuse, liée à la collection du canon. Charles Denny croyait peut-être que quelque chose valant de l'argent ou de l'influence était caché dans cette bibliothèque. Deuxième, un ancien don ou une ancienne dotation d'église, historique financier. Denny enquêtait-il sur quelque chose de plus profond, comme un détournement de fonds ou des bienfaiteurs cachés? 3. Secret personnel. Violette pleure dans la bibliothèque. Denny pose des questions sur ses mémoires. Qu'est-ce que le canon aurait pu écrire, ou cacher, que d'autres pourraient tuer pour supprimer ou obtenir? Et enfin, bien sûr, la question de la cheminée. Pourquoi l'homme s'était-il assis là? Les gens ne s'asseyaient généralement pas près des cheminées, à moins que... Miss Marple se leva et se dirigea vers son foyer. Le feu s'était éteint depuis des heures, et elle s'accroupit, levant les yeux vers le conduit. Il n'y avait rien. Pas de marquage, pas de courant d'air, juste la vieille odeur de suie et de fumée de pain. Mais si l'on voulait cacher quelque chose, ses yeux se rétrécirent. Elle avait connu un jour, pendant la guerre, un garçon du coin qui cachait des pièces dans la cheminée pour échapper aux inspecteurs des rations. Et un autre cas, lors de la location de sa cousine dans le Norfolk, où un objet de famille avait été enveloppé dans une toile cirée et caché derrière une fausse brique près de l'âtre. Oui, peut-être que Denny n'avait pas été séance du tout. Peut-être qu'il avait été recherche, et quelqu'un l'avait attrapé. Cette nuit-là, alors que le village dormait, Miss Marple alluma une seule bougie, s'installa près de son bureau et commença à rédiger une lettre. Pas à la police, bien sûr. Il continuait de déclarer un suicide probable, mais attendait le rapport final. Non, cette lettre était adressée à M. Percival Channing, conservateur des livres rares à la bibliothèque Bodleian, une connaissance du cousin de Miss Marple, Edward, et un homme connu pour posséder une connaissance encyclopédique des textes protestants rares. Si quelqu'un pouvait identifier ce que Charles Denny était venu chercher, c'était lui, et avec un peu de chance il répondrait bientôt. Parce que Miss Marple en était désormais tout à fait certaine. Ce meurtre n'avait que très peu à voir avec l'homme décédé, et tout à voir avec un secret que le chanoine défunt avait emporté dans sa tombe. Chapitre 4. La femme sur la photo. Le courrier du matin arriva plus tard que d'habitude à Marlécombe ce vendredi-là, mais il n'échappa pas à Miss Marple. Avec sa précision habituelle, elle déposa l'enveloppe ornée du blason de la bibliothèque bodleienne près de sa tasse de thé, résistant à l'envie de l'ouvrir avant d'en avoir bu sa 2e gorgée. La discipline, croyait-elle, était une vertu qui se pratiquait mieux dans les petites choses. Elle brisa délicatement le sceau et déplia la réponse d'une seule page de M. Percival Channing. « Chère Miss Marple, je me souviens très bien de votre cousin Edward, et je suis toujours heureux d'être au service de ceux qui ont des arbres généalogiques, aussi exigeants. Quant à votre question, Charles Denny était effectivement ici il y a plusieurs semaines pour s'enquérir des écrits du chanoine Arthur Grimshaw, notamment en lien avec un manuscrit ou une confession présumée inédite. Il pensait que le chanoine avait peut-être rédigé vers la fin de sa vie
un traité théologique remettant en cause certains enseignements anglicans conventionnels sur le péché originel. Je n'ai trouvé aucun manuscrit de ce genre dans nos archives ni parmi nos dons. Cependant, les annotations du chanoine Grimshaw dans quelques rares volumes calvinistes sont remarquables. Il était connu pour sa rigueur théologique et à l'occasion pour son radicalisme en privé. Je serais très curieux de savoir si vous en apprenez davantage. Cordialement, Percival Channing. Miss Marple l'a lu 2 fois. Denny n'était donc pas venu chercher de l'argent, ni simplement un objet de collection. Il cherchait quelque chose idéologique, quelque chose d'écrit, et peut-être dangereux à la réputation. Une remise en cause de la doctrine fondamentale par un chanoine respecté. Dans un petit village anglais comme Marleycombe, c'était presque aussi scandaleux qu'un meurtre. Elle plia la lettre et prit son cahier. 3 mots soulignés formaient désormais le centre de ses notes. Manuscrit, doctrine, radical. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit une seconde visite au presbytère. Cette fois, Violette était sortie. Aller en ville faire les courses, expliqua la femme de chambre. Mais la jeune fille, Nancy, semblait troublée et heureuse de discuter, ne serait-ce que pour retarder le moment où elle retournerait cirer ses meubles. Nancy avait 17 ans, de grands yeux marrons, des ongles rongés, et l'empressement méfiant de quelqu'un qui voulait être considéré comme intelligent. « C'est terrible, n'est-ce pas, madame ?» dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule vers le salon. « Je n'aime toujours pas y aller. C'est tellement étrange, comme si l'air ne s'était pas calmé depuis que c'est arrivé. »« C'est tout à fait compréhensible, » murmura Miss Marple, et Miss Grimshaw était-elle très contrariée. Nancy hésita. Elle a d'abord pleuré. Puis elle s'est tue. Pas en colère, juste fermée. Elle a fermé le bureau du chanoine à clé et lui a dit de ne rien toucher. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Elle l'a verrouillé. Oui, il y a 2 nuits. Est-ce que c'était ouvert avant? Toujours. Elle l'utilisait pour lire. C'est la meilleure lumière de toute la maison. Mais elle a dit que quelqu'un pourrait venir fouiner maintenant que la police est sur place. Elle a dit qu'on pourrait envoyer des Londoniens. Les Londoniens? Répéta doucement Miss Marple. Nancy hocha la tête. Elle a reçu un télégramme. Elle était très pâle après l'avoir lu. Miss Marple prit une petite note mentale. Télégramme. Londres. Crainte d'une enquête. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange lors de la visite de M. Denny? Nancy pensa. Il n'était pas comme la plupart d'entre eux. La plupart des gens viennent pour parler des sermons du chanoine ou pour acheter un livre. Mais M. Denny, lui, avait des papiers. Il était assis dans le salon, les étalant sur la table, et il écrivait. Puis il m'a demandé où se trouvait le journal confessionnel du chanoine. Miss Marple cligna des yeux. Journal confessionnel? Oui. Le chanoine en avait un. Du moins, c'est ce qu'il disait. C'est comme ça que M. Denny l'appelait. Nancy se tordit les mains. Je lui ai dit que ça n'existait pas. Du moins, je n'en avais jamais vu. Il parut furieux. Il dit « Il ne l'aurait pas détruit. Les hommes comme Grimshaw ne brûlent pas leurs hérésies. Ils se cachaient eux. » Plus tard dans la journée, alors qu'elle retournait sur la place du village, Mademoiselle Marple s'arrêta devant le monument aux morts, où l'inspecteur Lenning prenait des notes dans un registre de poche. Elle s'approcha avec sa dignité chaleureuse habituelle. « Inspecteur, » dit-elle poliment, « je me demande si je peux vous déranger un instant. » Lenning, un homme à la mâchoire carrée avec le regard vague de quelqu'un essayant de se rappeler où il a laissé son vélo, leva les yeux et fit un signe de tête raide. « Bien sûr, Miss Marple. J'espère ne pas déranger, mais je me demande si vous avez trouvé des photos parmi les affaires de M. Denny. Dans son portefeuille, peut-être ?» L'inspecteur cligna des yeux. « Une photo ? En fait, oui. Une. Une assez vieille, pliée plusieurs fois. Pourquoi ? Puis-je vous déranger pour jeter un coup d'œil ? Pure curiosité, je vous assure. » Il lui lança un regard spéculatif, puis fouilla dans sa poche de poitrine et en sortit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie. Miss Marple le tenait avec ses doigts gantés de dentelle et le regardait attentivement. On y voyait un jeune chanoine Grimshaw, indéniablement lui,
assis à côté d'une femme aux cheveux noirs et au regard saisissant. Ce n'était pas la mère de Violette. Cette femme avait des traits d'une netteté différente. Elle était assise tout près, sa main effleurant celle du chanoine. « Qui est-elle » demanda doucement Miss Marple. « On ne sait pas, » dit Lenning. « Personne au village ne la reconnaît. La photo a été prise à Londres, je crois. L'arrière-plan évoque Hyde Park. Et il a été trouvé sur Denny. »« Oui. » Miss Marple le lui rendit d'une voix douce. « Avez-vous songé à la possibilité que M. Denny ait fait chanter quelqu'un » L'inspecteur cligna des yeux. « Nous n'avons pas exclu cette possibilité. »« Non, j'en suis sûr, » dit Miss Marple en hochant la tête. « Mais la position de la tasse de thé, voyez-vous. Sur le droit de côté du tapis de foyer, M. Denny était gaucher. » Lenning regarda fixement. « Gaucher. C'est tout à fait vrai. Je l'ai remarqué quand il a écrit à la fête le mois dernier. L'angle de la plume, les bavures. Je suppose qu'une tasse de thé placée à droite lui serait gênante. Et ça veut dire. Il n'a probablement pas versé le thé lui-même. » Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle, pensive. Elle s'assit dans son salon et relut sa liste de faits désormais bien rangée. Charles Denny est venu à la recherche d'un manuscrit radical. Il croyait que le chanoine Grimshaw l'avait caché. Violette a fermé le bureau 2 jours après sa mort. Il y avait une photographie d'une femme avec le canon. Identité inconnue. Denny était probablement donné l'empoisonner. Violette a reçu un télégramme qui l'a perturbé. Et puis, avec un doux « oh », Miss Marple se souvenait d'autre chose. Les fleurs. À la fête, Violette avait apporté un petit bouquet de jacinthes sauvages, étroitement enveloppé dans une ficelle. Elle l'avait déposé près de la tente à thé avant de filer à travers la verdure. Mais les jacinthes des bois fanent rapidement, surtout lorsqu'il fait chaud. Pourquoi transporter des fruits fraîchement cueillis après quitter la maison, à moins d'être allé à la campagne, près d'un bois ou d'un ruisseau? Quelque part comme à la limite de Marleycombe Common, où le chanoine avait l'habitude de se promener, et où, selon les habitants, se trouvait autrefois une cabane de berger avant la guerre. Un endroit calme, oublié, et peut-être parfait pour cacher un manuscrit. Miss Marple sonna pour obtenir sa bouilloire. Le lendemain, elle rendrait visite à Marleycombe Common. Et peut-être que, si elle avait raison, elle trouverait quelque chose avant Violette Grimshaw a reçu un autre télégramme, parce que tout ce qui avait été caché valait la peine de tuer pour lui. Chapitre 5. Murmure sous le commun. Marleycombe Common s'étendait juste à l'entrée du village. Un patchwork de prairies, de chardons tenaces et de ronces touffues, bordé d'arbres murmurants et ponctué çà et là des vestiges délabrés de vieilles pierres de berger. C'était le genre d'endroit qui gardait des secrets, non pas par volonté, mais parce que peu de gens le lui demandaient. Miss Marple, cependant, croyait depuis longtemps que les lieux, comme les gens, portaient des traces du passé, et que la terre elle-même murmurait parfois ce que les bouches ne voulaient pas dire. Elle partit peu après le petit déjeuner, vêtue d'un léger manteau de marche et d'un chapeau de paille raisonnable, avec un petit ruban de soie, ne portant rien d'autre que ses gants et un exemplaire plié de guide de Bradshaw, pour sauver les apparences. Il n'était pas rare de voir Miss Marple arpenter les chemins sous les champs. Elle avait longtemps déclaré que les articulations raides entraînent une pensée rigide, et les villageois, l'ayant soupçonnée de chercher des ragots, s'étaient depuis longtemps résignés à l'idée que la vieille dame aimait simplement ses promenades. Le soleil matinal était éclatant, mais pas oppressant, et l'herbe brillait encore d'une lueur de rosée lorsqu'elle s'engagea sur le sentier usé qui traversait le bosquet de bouleaux et débouchait sur la commune. Une légère brise agitait les arbres, apportant avec elle un parfum de mousse et une odeur légèrement métallique, celle de la pierre humide. Le sentier du chanoine, depuis longtemps abandonné, était à peine visible maintenant. Juste une légère dépression dans les hautes herbes. Miss Marple le suivait avec attention, scrutant du regard non pas des traces de pas ou des signes de violence, mais un rythme interrompu, une touffe d'herbe plus courte qu'elle n'aurait dû l'être, un creux parmi les fougères, une pierre légèrement inclinée.
Elle le trouva près de l'extrémité est du Common, niché derrière un bosquet d'aubépines envahissantes. Un carré de dalles, strié de mousse et enfoncé, suggérait la base d'une petite structure, probablement les vestiges de l'ancienne cabane de berger que le chanoine visitait souvent lors de ses promenades de l'après-midi. Elle avait entendu des histoires de son amie Madame Carter. Grimshaw y lisait au calme, un thermos de thé à côté de lui, bien avant la guerre, lorsque la cabane avait encore un toit. Miss Marple s'agenouilla, lentement car ses articulations étaient devenues raides malgré ses promenades, et écarta une couche de terreau de feuilles. La troisième dalle en partant de la droite a cédé avec le plus léger décalage. Elle marqua une pause, puis le souleva avec précaution. En dessous, enveloppé dans une toile cirée et attaché avec une corde, se trouvait un paquet. Son cœur s'emballa, non pas de peur, mais de cette excitation qu'elle ressentait toujours à chaque tournant d'un puzzle. C'était une sensation qu'elle avait autrefois comparée à celle de la broderie. Cet instant où le chaos de fils colorés commençait enfin à former un tableau. Elle glissa délicatement le paquet dans son sac et abaissa à nouveau la dalle. Lorsqu'elle rentra à son cottage, le soleil était déjà haut dans le ciel et les ruelles du village grouillaient de vélos, de charrettes à lait claquantes et des bavardages polis des postières et des retraités. Miss Marple offrit un sourire à tous, mais ne s'arrêta pas. À l'intérieur, elle tira les rideaux et déballa le ciré. À l'intérieur se trouvaient deux objets. Un petit journal relié dont les pages étaient jaunies et couvertes de l'écriture serrée et exigeante qu'elle reconnaissait dans les sermons publics de Grimshaw. Une photographie, pas celle que l'inspecteur Lenning lui avait montrée, mais une autre. Une jeune fille de 17 ans à peine, aux yeux écarquillés et à la bouche solennelle, debout près d'un portail. Derrière elle se dessinait la silhouette reconnaissable entre mille du presbytère au toit de chaume. Miss Marple lut les premières pages du journal. Son expression ne changea pas, mais sa respiration ralentit. Ce n'était pas un traité théologique. C'était une confession. Il y a des vérités qu'on ne peut pas exprimer en chair. L'âme se rebelle contre le silence, mais l'Église l'exige. J'ai vécu avec le poids de mon échec et de ma lâcheté pendant 17 ans. Elle s'appelait Helena Mowbray. Elle est arrivée au village l'année où ma foi a commencé à vaciller, ou plutôt, l'année où j'ai perçu la foi non pas comme une certitude, mais comme de l'amour. Elle avait 16 ans. J'en avais 44. Rien ne s'est produit au sens vulgaire du terme. Il n'y a pas eu de péché charnel. Mais je savais ce que je ressentais. Et pire, elle le savait aussi. C'est là la véritable culpabilité. Non pas le désir, mais la connaissance mutuelle. Je l'ai renvoyée. J'ai payé son inscription dans une école en Belgique. J'ai dit au village qu'elle était partie vivre chez une tante. Mais elle est revenue des années plus tard, changée, silencieuse. Et elle m'a laissé une lettre que je n'ai ouverte qu'après sa mort. Elle est morte seule à Londres. De quoi je l'ignore. J'ai conservé sa photo. J'ai conservé sa lettre. Et j'ai conservé cette honte. Miss Marple se rassit, le journal tremblant légèrement dans sa main. Elle comprenait maintenant. Charles Denny n'était ni un collectionneur, ni un simple érudit. Il avait été en rapport à Helena Mowbray, peut-être son neveu, peut-être son fils, et il était venu chercher des réponses. Il ne s'agit pas de théologie, mais de l'homme qui a exilé une jeune fille sous couvert de justice. Ce soir-là, l'inspecteur Lenning répondit à la précédente demande de Miss Marple en lui rendant visite. Il est arrivé juste après 6 heures, l'air essoufflé et les joues roses, chapeau à la main. « Mademoiselle Marple, je crois que nous avons identifié la femme sur la photo. » Miss Marple lui offrit du thé. « Asseyez-vous. Vous trouverez les nouvelles intéressantes. » Il parut surpris. « Tu as découvert quelque chose ?»« Oh oui. » dit-elle doucement, et elle lui tendit le journal. Il fallut 20 minutes à l'inspecteur pour le lire. Lorsqu'il leva les yeux, son expression était blême. « Seigneur, murmura-t-il, un chanoine. »« C'est toujours un homme, dit Miss Marple, et les péchés du silence sont souvent les plus graves. »
Vous comprenez maintenant pourquoi M. Denny aurait voulu que cela soit révélé. Lanning hocha la tête. Mais pourquoi le tuer? Il n'aurait pas pu menacer Grimshaw. Le chanoine est déjà mort. Non, répondit Miss Marple, mais il a peut-être menacé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui risquait de tout perdre si cette confession était révélée. L'inspecteur fronça les sourcils. Qui? Les yeux de Miss Marple brillèrent. Je crois, dit-elle doucement, qu'il est temps que nous posions à Violette Grimshaw un type de question un peu différent. Chapitre 6. Un télégramme de Bruxelles. Le lendemain matin, le ciel était clair et net. Une fraîcheur automnale naissante flottait dans l'air, comme si le monde avait pris une grande inspiration et l'avait retenue. Mais à l'intérieur du presbytère au toit de chaume, l'atmosphère était loin d'être sereine. Violet Grimshaw n'avait pas dormi. Les rideaux du salon étaient toujours tirés, et une tasse de thé presque intacte reposait sur la cheminée, refroidie. Elle se tenait près de la fenêtre, une main serrée sur une feuille de papier plié. Son châle avait glissé sur une épaule, mais elle ne l'avait pas remarqué. Le télégramme était arrivé peu après le petit déjeuner, son enveloppe bleue contrastant avec la porcelaine blanche du plateau du facteur. À Violette Grimshaw, le presbytère au chaume, Marlicombe, nous avons confirmé l'identité de C.D., Stop neveu de S.M. Stop demandait un contact immédiat avant de commencer les demandes de presse. Stop. Frank Lambert, Institut bruxellois, d'éthique historique. Violette l'avait lu 3 fois, puis s'était assise et avait pleuré. À présent, alors que la longue aiguille de la pendule marquait 10h15, elle fixait l'âtre froid du salon. La cheminée, l'horrible cheminée, le siège de tous les cauchemars qu'elle avait redoutés depuis son enfance. Elle n'avait pas tué Charles Denny, du moins pas de ses mains, mais elle le savait. Elle savait qui il était, elle savait ce qu'il voulait, elle savait pourquoi le chanoine, son oncle, avait été terrifié durant les derniers mois précédant sa chute sur la marche glacée. Elle savait qu'il fallait faire quelque chose pour empêcher que tout cela ne s'effondre, et donc elle n'avait rien dit. À la même heure, Miss Marple préparait sa chambre d'amis. « Je trouve, » dit-elle à sa servante Esther, en lissant la couverture en lin frais, « que les gens parlent plus librement lorsqu'ils sont loin de chez eux. » Esther, qui avait depuis longtemps cessé de remettre en question les habitudes d'hospitalité excentriques de Miss Marple, hocha simplement la tête et alla chercher le sachet de lavande dans le tiroir. À 11h précises, l'inspecteur Lanning arriva au presbytère de Thatched, non pas en uniforme, mais dans son manteau civil, ce qui le faisait paraître en quelque sorte moins imposant et plus curieux. Violette l'admit avec une pâle politesse. « J'ai pensé que tu viendrais peut-être, » dit-elle doucement, le conduisant dans le petit salon. « Je vais être franc, mademoiselle Grimshaw, » commença Lanning en ôtant son chapeau. « Nous avons confirmé l'identité du défunt. Charles Denny était le neveu d'Helena Mowbray. » Il laissa le nom s'installer dans le silence. Violette ferma les yeux. « Oui, je m'en doutais. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Elle ne répondit pas immédiatement, puis « Parce que j'avais peur, et parce que je n'avais aucune preuve, juste un pressentiment. » « Mademoiselle Grimshaw, dit doucement Lanning, l'avez-vous empoisonné ?» Ses yeux s'ouvrirent, grands, clairs. « Non, » répondit-elle catégoriquement, « je ne l'ai pas fait. »« Mais tu savais ce qu'il cherchait ?»« Oui. Et vous avez fermé le bureau du chanoine le lendemain de sa mort. »« Je l'ai fait. »« Pourquoi ?» Violette se leva brusquement et se dirigea vers le petit placard sous la fenêtre. Elle en sortit un paquet de lettres, cassant, jaunies, reliées avec de la ficelle. « Il les a envoyées à mon oncle, » dit-elle. « Je les ai trouvés dans le bureau, tous signés, C.D., tous exigeant des réponses, au sujet d'Helena, au sujet de sa disparition, au sujet de ses derniers jours à Londres. Pourquoi ton oncle n'a-t-il pas répondu ?» Violette hésita. « Parce qu'il était en train de mourir, » dit-elle. « Pas seulement à cause de l'âge, de la culpabilité. Ça le tuait, pas seulement ce qu'il avait fait,
mais ce qu'il avait omis de faire. Il n'avait jamais fait de mal à Helena, mais il avait laissé les autres la rejeter, et il ne l'avait jamais défendue. Elle leva les yeux, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Et elle était ma mère. » Lening le fixa. « Quoi ?» Violette hocha lentement la tête. « Helena Mowbray était ma mère. Elle ne s'est jamais mariée. Je suis né dans une clinique d'un couvent à Bruges. Les religieuses m'ont placé chez un couple du Dorset, grâce à mon oncle, un ecclésiastique qui ne voulait pas que le scandale se répande dans le village. Je n'ai su qui était ma mère qu'à sa mort. Le chanoine a payé mes études, tout, mais il ne m'a jamais réclamé, pas publiquement. » Elle se dirigea vers le foyer et s'agenouilla près de celui-ci, les yeux au loin. « Quand j'ai hérité de cette maison, j'ai retrouvé la photo. Et le journal. Je l'ai enterré dans la cour commune la veille de la fête. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il contenait tout, » dit-elle. « La vérité, sa honte, mon origine. Et je ne voulais pas que le village le sache. Pas comme ça. Pas tout d'un coup. Je pensais pouvoir contrôler ça. Le garder secret. Le laisser s'estomper. » Lening resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il a dit « Savez-vous qui aurait pu empoisonner Charles Denny ?» Violette secoua la tête. « Non. Je suis parti avant son arrivée. Nancy peut le confirmer. Elle a. Et quand je suis revenu et que je l'ai vu dans la cheminée, j'ai pensé... » Son souffle s'est arrêté. « J'ai pensé que c'était peut-être une punition. Pour ce qu'on avait fait. Ce qu'on avait enterré. Mais maintenant, je ne sais plus. » Pendant ce temps, Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon, tricotant intacte sur ses genoux, les yeux fixés non pas sur son ouvrage, mais sur la haute haie de l'autre côté de la rue. Derrière elle, elle avait vu une silhouette se baisser précipitamment ce matin-là. La même silhouette qui s'était arrêtée devant la porte du presbytère au toit de chaume l'après-midi précédent et s'était rapidement détournée lorsque Violette était apparue. Elle se leva et traversa la pièce. « Esther, » appela-t-elle doucement, « auriez-vous la gentillesse de m'apporter le carnet d'adresse ?»« Oui, mademoiselle. »« Miss. » Marple ouvrit le registre rouge délavé, le feuilleta jusqu'à la section C et trouva ce qu'elle cherchait. Dr. Matthew Crawford. Le cabinet, 2 Fernley Road. Le médecin du village. Digne, fiable, l'un des premiers sur les lieux après la découverte du corps. Et surtout, la seule personne autre que Violette et Nancy à avoir accès à la maison ce jour-là. Elle est arrivée au cabinet sous prétexte de vérifier sa tension artérielle, mais le docteur Crawford avait l'air épuisé, sa vivacité habituelle émoussée par quelque chose de plus lourd que le manque de sommeil. Miss Marple, avec une efficacité douce, est allée droit au but. « Tu connaissais Helena Mowbray, n'est-ce pas ?» Crawford leva brusquement les yeux. « Pardon ? Pas seulement en tant que patient, personnellement. » Il y eut un long silence. Puis il s'est assis dans son fauteuil. « J'étais jeune, » dit-il, « à peine sorti de l'université. Elle était différente, sauvage, intelligente, trop forte pour ce village. Nous n'avons jamais été ensemble, du moins pas au sens où on l'imagine, mais je l'aimais. Et tu détestais Grimshaw pour ce qu'il avait fait. »« Et il exilait elle, » dit Crawford avec amertume. « Ils ont habillé ça de termes moraux. Ils ont appelé ça protection. Ça l'a brisée. Et quand elle est morte, seule dans un appartement de Paddington, personne n'a réclamé son corps. J'y suis allé. J'ai payé les frais. J'ai vu comment on l'a descendue dans une fosse commune. » Il s'arrêta. Et puis Denny est arrivé, avec ses dossiers, ses questions, ses menaces. Le regard de Miss Marple s'éclaira. « Il t'a menacé ?» Crawford détourna le regard. « Il a dit qu'il publierait les lettres. » Accuser le chanoine, accuser l'Église, accuser moi, de complicité, de silence. Il voulait faire du bruit, publier un article, un scandale. Et ainsi, la main de Crawford tremblait. « Je lui ai donné du thé, » dit-il doucement. « Juste une tasse. »
C'est tout. Et dedans, un comprimé, du cyanure, provenant d'un échantillon vétérinaire. Je n'avais pas le choix. Miss Marple se leva lentement. On a toujours le choix, dit-elle d'une voix très douce, même si cela nous coûte tout. Chapitre 7. Le village se souvient. Pour un village souvent qualifié d'intemporel, Marlécombe entretenait un rapport curieux à la mémoire. Les vieilles querelles étaient ensevelies sous les bannières des fêtes annuelles, les tragédies adoucies par le gâteau éponge et un oubli poli. Dans ces lieux, le temps se mesurait non pas à l'heure, mais à la saison. Jonquilles en avril, fête estivale en juillet, cérémonie commémorative en novembre. Et entre les deux, les ragots emplissaient les heures tranquilles comme du lierre accroché à la pierre. Mais les ragots, comme Miss Marple le faisait souvent remarquer, n'étaient pas des souvenirs. Les ragots étaient une forme de édition. La mémoire, la vraie mémoire, était beaucoup plus rare et bien plus dangereuse. Le samedi matin, le village était passé du choc aux spéculations. Charles Denny n'était plus l'homme de la cheminée, mais ce pauvre jeune homme à la moustache, ou ce drôle de Denny de Londres qui avait contrarié Violette. Les détails commençaient à s'estomper, remplacés par des récits assurés à la boulangerie, à la poste et sur les bancs de l'église Sainte-Marguerite. La seule personne qui semblait rester visiblement silencieuse était le docteur Matthew Crawford. Miss Marple observait chacun de ses faits et gestes, depuis l'ombre de son jardin, un sécateur à la main, taillant ostensiblement les derniers rosiers d'été. Le portail de Crawford resta fermé toute la matinée, et aucun patient ne pénétra dans le cabinet. Sa gouvernante, une veuve corpulente nommée Madame Blott, sortit 2 fois, une fois pour le lait, une fois pour le journal, et son expression était sombre à chaque fois. À 1 heure précise, un mot arriva au cottage de Miss Marple. C'était écrit à la main, scellé avec de la cire ordinaire. « Chère Miss Marple, je crois que je vous dois, et peut-être plus que vous, la vérité. Si vous voulez bien m'accorder une petite conversation avant de m'entretenir avec l'inspecteur Lenning, je serai dans mon bureau à 15 heures. Cordialement, Matthew Crawford. » Elle le lut 2 fois, puis le replia dans la poche de son tablier. Elle ne sourit pas. À 3 heures précises, elle est arrivée au cabinet. Le bureau de Crawford était une pièce sombre, lambrissée de chêne, avec une bibliothèque basse, un tapis persan et une carafe à whisky qui semblait soudain déplacée. Il se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle entra, mais ne la salua pas immédiatement. La lumière derrière lui se reflétait dans ses cheveux grisonnants. Quand il s'est finalement retourné, il avait l'air plus vieux. « J'imagine que tu sais tout maintenant, » dit-il à voix basse. « Je ne prétends pas être omnisciente, » répondit doucement Miss Marple en s'installant dans le fauteuil qu'il indiquait. « Mais je comprends pas mal de choses. » Il s'assit en face d'elle, la confession pesante entre eux. « Ce n'était pas de la haine, » commença-t-il lentement. « Pas vraiment. Même pas de chagrin. C'était quelque chose de plus complexe, du ressentiment. Denny me donnait l'impression d'avoir été le bourreau depuis le début. « Vous ne l'étiez pas, » dit Miss Marple, « mais vous étiez témoin. Et dans certains cas, c'est un fardeau plus lourd. » Crawford se frotta les tempes. Il est venu en toute droiture, remuant le passé comme du feu. J'ai essayé de le raisonner. Il n'a rien voulu entendre. Il a dit qu'il enverrait des copies des lettres du chanoine au diocèse, à la presse, qu'il détruirait le peu d'héritage qui restait. Tu croyais qu'il le ferait ? Oui, répondit simplement Crawford. Et il avait raison. La vérité méritait d'être révélée au grand jour. Mais je n'en ai pas eu le courage. La voix de Miss Marple était douce. Alors, vous avez empoisonné son thé. Crawford hocha lentement la tête. Oui, j'avais le flacon, du cyanure vétérinaire, pour un chien qui devait être euthanasié le mois dernier. 1 dose. Je l'ai mélangé dans le gobelet. Puis je suis parti. J'ai dit à Nancy que j'étais allé chercher mon stéthoscope dans la voiture. Tu es revenu avant tout le monde ? Oui. Je l'ai trouvé dans la cheminée, affalé. La tasse était renversée.
Il avait essayé de se lever, je crois. Peut-être pour appeler à l'aide. Il ferma les yeux. Je n'ai rien nettoyé. Je n'ai rien dit. Je leur ai juste dit que je l'avais trouvé déjà froid. Ce qui était vrai, à 1 minute ou 2 près. Miss Marple resta assise immobile pendant un long moment. Puis, doucement. « Vous devez prévenir l'inspecteur. Aujourd'hui. » Le hochement de tête de Crawford était lourd. « Je vais. » Ce n'était pas une nouvelle qui pouvait rester secrète très longtemps. Lundi, le village était en effervescence avec l'annonce officielle. Le docteur Matthew Crawford, médecin de village bien-aimé, est placé en garde à vue pour être interrogé dans l'affaire de la mort de Charles Denny. Certains étaient stupéfaits. D'autres, curieusement, ne l'étaient pas. À l'auberge Green Lantern, le vieux Harold Fox a déclaré qu'il avait toujours su que Crawford avait une part d'obscurité en lui. Au presbytère, le révérend Allerton murmura solennellement que « nul homme n'est vraiment connu si ce n'est de Dieu ». Et à la boulangerie, Madame Beale pleurait dans son tablier. « Il a accouché de mon Robert, vraiment. Il est resté éveillé toute la nuit avec moi alors qu'il n'y avait pas d'infirmière. Et maintenant ça, meurtre. » Mais sous les expressions d'incrédulité et de tristesse se cachait un fil conducteur différent. Non pas la sympathie, mais reconnaissance. Les villageois se souvenaient désormais d'Helena Mowbray. Ils se souvenaient de la jeune fille au regard vif et au rire aigu, celle qui était partie subitement à l'été 1933. Certains disaient que c'était une maladie, d'autres murmuraient un scandale. Mais le souvenir était là, intact, simplement enfoui sous des couches de confort et de commodité. Madame Loring, qui partageait autrefois un banc avec elle, a admis aujourd'hui qu'elle s'était toujours demandé pourquoi Helena avait cessé d'assister à la communion. Monsieur Holcombe, au bureau de poste, se souvient d'une seule lettre non postée d'Helena adressée au révérend A.G., une lettre qu'il avait reçu l'ordre de détruire, et Madame Witherby, pressée de répondre, se rappela finalement que le chanoine avait commencé ses longues promenades vers le Common seulement après le départ d'Hélène. Personne n'avait voulu demander. Maintenant, pensa Miss Marple, le village n'avait pas le choix. Ce soir-là, Miss Marple retourna au presbytère au toit de chaume. Violette répondit à la porte, pâle mais calme. « Puis-je entrer ?» demanda doucement Miss Marple. Violette hocha la tête et la conduisit dans le jardin arrière, où les dahlias se balançaient doucement dans la brise. Ils étaient assis sur un banc de pierre. « Je suppose que tout est dit maintenant, » dit Violette. « La vérité. »« Ça suffit, » répondit Miss Marple, « même si la vérité, je trouve, est rarement un fil isolé. C'est plus souvent une tapisserie, et aucune tapisserie ne peut être vue sous un seul angle. »« J'ai essayé de le protéger, » dit doucement Violette, « même après sa mort. Même en sachant ce qu'il avait fait, ou omis de faire. Je ne voulais pas que ce village le déteste, ni qu'il ait pitié de moi. »« Ils ne le feront pas, » dit Miss Marple. « Avec le temps, ils retomberont dans l'oubli. Mais toi, ma chère, tu dois te souvenir, car ce souvenir n'est pas une punition. C'est un acte d'amour et de lucidité. » Violette se tourna vers elle, les yeux humides. « Pensez-vous que c'était bien ce que Crawford a fait ?» La réponse de Miss Marple arriva après une longue pause. « Non, » répondit-elle simplement, « mais je comprends pourquoi il a fait ça. Et peut-être que, dans le calme, il le comprend aussi. » Violette hocha lentement la tête. Les dahlias tremblaient légèrement dans le vent. Chapitre 8. Cendre parmi les dahlias. Il a encore plu ce mardi-là. Non pas le genre de pluie spectaculaire qui faisait trembler les fenêtres et enfler les berges, mais le genre persistant. Une bruine grise qui semblait murmurer sur les tuiles et ruisseler sur les feuilles de lierre comme un vieux regret. Marley Combe l'a encaissé avec philosophie, bien sûr. Les villageois ont ouvert leurs parapluies, enfilé des bottes en caoutchouc et poursuivi leur route avec le stoïcisme tranquille de gens habitués aux multiples humeurs de l'Angleterre. Mais l'ambiance dans le village avait changé. Le docteur Matthew Crawford n'était pas encore formellement inculpé, pas officiellement. L'inspecteur Lenning, comme toujours, se montrait prudent. Il avait certes recueilli les aveux et mené les investigations nécessaires. Mais il subsistait des failles, des fils conducteurs,
car si Crawford avait admis l'empoisonnement, des incohérences persistaient, et Miss Marple, qui remarquait ces choses comme d'autres femmes remarquaient les taches sur le linge, avait commencé à se demander si tout était vraiment comme il semblait. Mercredi matin, elle se rendit de nouveau au presbytère de la Chaume. Violette Grimshaw l'accueillit à la porte avec un léger sourire et lui offrit du thé. Ils étaient assis dans le salon, la cheminée, désormais marquée à jamais par le souvenir, discrètement dissimulée derrière un par étincelle en palissandre. « Jardinez-vous beaucoup, mademoiselle Grimshaw ?» demanda mademoiselle Marple en remuant son thé. Violette cligna des yeux à la question. « Le jardin ? Un peu. Je taille les haies. Les dahlias au fond étaient de la fierté de mon oncle. J'ai fait de mon mieux pour les entretenir. Ils sont magnifiques, dit Miss Marple, une couleur inhabituelle pour cette période de l'année, un rouge si profond, presque comme du vin. C'était ses préférés. Je crois qu'il s'appelait évêque de Llandaff. Très vivant. Miss Marple hocha la tête pensivement. Je me souviens que votre oncle les cultivait en ligne droite. Il appelait ça l'ordre clérical. Une pause. Dis-moi, continua-t-elle doucement, te souviens-tu de ce que tu portais le matin de la fête? Violette hésita, puis fronça légèrement les sourcils. Une jupe verte, en linge, et un cardigan bleu marine. Pourquoi? Miss Marple sourit poliment, puis se leva. Aucune raison particulière. La mémoire, voyez-vous, est une chose si fragile. J'aime toujours vérifier les détails. Plus tard dans la journée, Miss Marple fit une visite discrète au jardin du presbytère, apparemment pour apporter quelques boutures de rosiers à l'épouse du révérend Allerton, une femme timide, amoureuse des plantes grimpantes, rose pâle et terrifiée par les ragots du village. Elle ne resta que quelques minutes, puis se dirigea vers le portail arrière qui offrait une vue modeste sur l'arrière du presbytère au toit de chaume. Les dahlias se dressaient fièrement dans la brume, leurs fleurs rouges lourdes de pluie. Miss Marple se pencha, faisant semblant d'ajuster soigneusement son bas, et remarqua la terre sombre sous le parterre de fleurs, fraîchement tournée, pas seulement désherbée ou taillée, creusée. C'était un détail qu'elle notait soigneusement dans son esprit alors qu'elle rentrait chez elle, un malaise silencieux grandissant sous son extérieur calme. Ce soir-là, elle s'assit une fois de plus avec l'inspecteur Lenning, le feu dans son salon crépitant et projetant une lumière chaleureuse sur leur plateau de thé. « Je crois, dit-elle doucement, que nous n'avons pas encore atteint la vérité. » Lenning soupira. « Mademoiselle Marple, je sais que vous pensez que Crawford couvre quelqu'un, peut-être Violette, mais nous n'en avons aucune preuve. »« Pas encore, acquiesça-t-elle. Mais réfléchissez bien. Charles Denny n'était pas seulement un chercheur de vérité. Il était un parent d'Helena Mowbray. Il est venu ici avec l'intention de dénoncer ce qu'il considérait comme les péchés du passé. Mais son comportement à la fête était erratique, et il s'est disputé avec quelqu'un. Crawford? Non, pas Crawford. Elle ouvrit son carnet et le tendit à Lenning. Sur la page, il y avait 3 courtes lignes. 1. Denny était assis dans la cheminée. Posture inconfortable 2. Cyanure dans le thé, mais aucune tasse de thé n'a été retrouvée sur les lieux de l'autopsie 3. Parterre de dahlias récemment creusé. Tard dans la saison, Lenning fronça les sourcils. « Que proposes-tu » ? « Je suggère, dit-elle calmement, que le poison n'a pas été administré dans le thé. Il était dans la tasse, oui, mais cette tasse a disparu. Et si elle a disparu, c'est qu'elle a été retirée. Après sa mort. Pas avant. Tu penses que quelqu'un a nettoyé la scène? Je crois que quelqu'un a paniqué, dit Miss Marple. Je crois que la personne qui a trouvé Denny mort n'était pas Crawford. Je crois que c'était Violette. Lenning se rassit. Mais Crawford a avoué. Oui, répondit Miss Marple, parce qu'il croyait qu'elle l'avait fait, ou parce qu'il pensait que la protéger était tout ce qu'il lui restait à offrir à la mémoire d'Helena. Mais si vous vous souvenez bien, il a dit quelque chose d'assez révélateur. Elle a feuilleté ses notes. Il avait essayé de se lever, je crois. Peut-être pour appeler à l'aide. Miss Marple leva les yeux.
Une phrase curieuse, car cela suggérerait que le docteur Crawford a vu Denny dans Moment 2 la mort, pas déjà mort. Il se corrigea. Ce n'est pas le langage de la certitude. Lanning se frotta la mâchoire. Alors, si ce n'était pas Crawford, Miss Marple se leva. « J'aimerais voir le massif de Dahlias, inspecteur, ce soir, avant que la prochaine pluie n'efface toute trace. » Ils arrivèrent à la tombée de la nuit, accompagnés du gendarme leveur et d'une lanterne empruntée au presbytère. Le jardin était calme, l'air lourd d'humidité. Violette était allée en ville pour un dîner du comité paroissial. Miss Marple les dirigea vers la base du parterre de fleurs. « Commencez par le centre, » dit-elle, à environ 60 centimètres de profondeur. Prudemment. Le gendarme, avec quelques murmures, commença à creuser, et après 5 minutes, il s'est arrêté. « Il y a quelque chose ici. » Il a déterré un petit sac en toile. À l'intérieur, une tasse à thé en porcelaine, légèrement tachée à la base, et une paire de gants en lin, vert, avec une tache sombre près du poignet. Miss Marple expira. « Pas du vin, » murmura-t-elle. « Les pétales de dahlia se tachent terriblement quand on les froisse. Mais ce n'est pas du jus de pétales. » L'inspecteur retourna les gants. Un déchiré. La gauche. Miss Marple détourna le regard. Elle a dû laisser tomber la coupe dans la panique. Elle l'a récupérée plus tard. Elle l'a enterrée pour se protéger, ou peut-être pour protéger le canon. Ou les deux. La voix de Lanning était basse. « Elle n'ira. »« Bien sûr, » dit Miss Marple, « mais les gants sont assortis à la tenue qu'elle portait. La tasse porte les initiales de son oncle sur le fond, et le journal, celui que j'ai trouvé, porte ses empreintes digitales, mais pas celles de Denny. Il ne l'a jamais touchée. Elle le lui a donné. Une copie. Peut-être une page. De quoi le provoquer. Mais pas la vraie chose. Elle a croisé les mains. Elle ne l'a pas empoisonné. Elle lui a révélé la vérité. Et cela l'a tué, d'une manière plus définitive que le cyanure n'aurait jamais pu le faire. Lanning fronça les sourcils. Alors qui a fait l'empoisonner? Miss Marple leva les yeux vers le ciel sombre. Je crois que quelqu'un d'autre est entré dans la pièce après le départ de Violette. Quelqu'un qui connaissait l'existence du journal. Quelqu'un qui craignait qu'il ne refait surface. Elle s'arrêta. Et je crois que c'était quelqu'un que nous n'avons pas encore interrogé. Chapitre 9. La lettre non envoyée. C'était un jeudi matin gris lorsque Miss Marple se rendit au bureau de poste. Non pas, comme certains auraient pu le supposer, pour poster une lettre, mais pour observer. Le bureau de poste de Marlécombe était autant un lieu de bavardage qu'un lieu de commerce postal. 2 étagères de bonbons durs bordaient à la vitrine, et un téléphone à cadran trônait à côté du tiroir à timbre, toujours silencieux. M. Holcombe, le maître de poste, était un homme qui mettait un point d'honneur à mémoriser avec la même précision les tarifs postaux et les anniversaires du village. En entrant, Miss Marple remarqua le silence ambiant. 3 autres clients faisaient la queue, tous faisant mine de ne pas la regarder en coin. Sa présence n'était plus une simple curiosité, pas après la confession du docteur Crawford, la révélation familiale de Violette et le brouillard chuchotant qui planait désormais sur le presbytère, au toit de chaume comme de la moisissure. Elle s'est approchée de M. Holcombe avec un sourire poli. « Bonjour, M. Holcombe. Vous avez l'air en pleine forme. » Miss Marple, oui, en effet. Il fait froid, n'est-ce pas? Terrible pour les articulations. Je trouve que cela encourage le mouvement, dit-elle gentiment. Auriez-vous l'obligeance de vérifier si quelque chose m'est arrivé de l'Institut historique de Bruxelles? J'attends un catalogue. Il devrait déjà être arrivé. Il fouilla dans un petit plateau en métal en marmonnant. Non, rien ici sous me... ni de Belgique. Je vois. C'est curieux. Je me demande si vous vous souvenez si des télégrammes sont arrivés de Bruxelles récemment. Holcombe hésito. Eh bien, je ne suis pas censé dire, vous comprenez, mais puisque vous êtes Miss Marple. Il baissa la voix. On m'en a envoyé un mardi. Pour Mademoiselle Grimshaw. Enveloppe bleue. Ça avait l'air sérieux. L'avez-vous livré personnellement? Non, j'ai envoyé Freddy. Ce garçon à la mobilette.
Il est rapide mais imprudent. Il fait toujours tomber des trucs. » Pourquoi ? Miss Marple pencha la tête. Sans raison. Seulement, je me demande si ce télégramme était censé arriver avant mardi. Holcombe cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Elle sourit, sa voix douce. « Je veux dire si un télégramme comme celui-là était arrivé un jour. Auparavant, quelqu'un aurait pu agir très différemment. » Miss Marple retourna à son cottage et passa 1 heure en silence, assise dans son jardin, une couverture sur les genoux et une pile de feuillets de bibliothèque sur la table à côté d'elle. Les oiseaux étaient inhabituellement silencieux. Une brume flottait près des haies. Ses pensées, cependant, étaient les vives. La tasse de thé avait été enterrée. Les gants étaient assortis à ceux de Violette. Le docteur Crawford avait avoué, mais sa chronologie était confuse. Et maintenant, le télégramme. Livré mardi, mais peut-être retardé. Ce qui ramena son esprit à une personne. Quelqu'un qui était à la fête. Quelqu'un qui avait discrètement disparu après la découverte du corps. Quelqu'un qui était présent, mais qui l'avait à peine remarqué. Cet après-midi-là, elle se rendit au presbytère sous prétexte de rendre un recueil de cantiques qu'elle avait emprunté. Chants anciens de la paroisse du Sud, un volume terne mais étrangement réconfortant. Le révérend Allerton l'accueillit avec son habituel léger émoi. « Mademoiselle Marple, c'est très agréable. Entrez. Du thé ? » ?»« Juste un instant, » dit-elle en souriant. « Je me demandais si Madame Allerton était là. »« Non, non, elle est partie avec la guilde des mères, réorganisant le linge d'hôtel. »« Une noble tâche, » dit Miss Marple. « Et Freddy ? Je crois qu'il a remis le télégramme à Violette Grimshaw cette semaine. » Allerton cligna des yeux. « Oh, Frédéric ? Oui, je l'ai envoyé. Il est bénévole ici parfois. Sa tante était occupée et j'ai pensé que la balade lui ferait du bien. »« Pourquoi ? » ?»« Sans raison, » répondit Miss Marple d'un ton léger. « J'ai toujours pensé que de petits retards dans la communication avaient souvent de plus grandes conséquences que des mensonges délibérés. » Elle se leva. « Je ne vous retiendrai pas. Mais puis-je vous demander qui a la clé de la sacristie ? » ?»« La sacristie ? Bien sûr que oui. Pourquoi ? Est-ce que tu le gardes verrouillé ? Oui, généralement. Il y en a un 2e exemplaire, je crois, dans le bureau du chef de chœur. Puis-je regarder à l'intérieur ? Les sourcils d'Allerton se haussèrent. Maintenant ? Si cela ne vous posait pas trop de problème. La sacristie était une petite pièce fraîche, à l'écart du bas-côté sud de l'église Sainte-Marguerite. Elle sentait le cirage de cèdre et une légère odeur de moisi. De vieux surplis étaient suspendus à des patères au mur, et un grand coffre dans un coin contenait de vieux registres de service, des estampes en laiton et des recueils de cantiques saisonniers en lambeaux. Miss Marple se déplaçait lentement dans l'espace, ses yeux parcourant les murs, les étagères poussiéreuses, le sol. Dans un coin, à côté d'un classeur, elle trouva ce qu'elle cherchait, un tas de cendres. Des cendres encore légèrement chaudes. Allerton fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Miss Marple s'accroupit à côté, en extrayant quelques morceaux noircis. La plupart étaient illisibles, mais un fragment est resté partiellement intact, écrit à l'encre violette, d'une écriture soignée et inclinée. « J'écris maintenant, non pas pour obtenir l'absolution, mais parce que la vérité doit éclater. Tu n'es pas responsable. Ce qu'ils ont fait à Helena, c'est... » Le reste était carbonisé. Miss Marple se leva lentement, son visage indéchiffrable. « Violette Grimshaw, » murmura-t-elle. « Elle a écrit une lettre. » Allerton parut perplexe. « À qui ? » ?»« Je suppose. À Charles Denny. Mais elle ne l'a jamais envoyée. » Ce soir-là, alors que le crépuscule se répandait sur les toits, Miss Marple demanda à l'inspecteur Lenning de convoquer une réunion discrète chez elle. Il y avait 4 personnes dans la pièce. Miss Marple, l'inspecteur Lenning, Violette Grimshaw et le révérend Allerton. Miss Marple servit du thé. Il était fort et foncé, servi dans des tasses en porcelaine blanche ornées de minuscules myosotis bleus. Elle a commencé doucement.
Je crois que nous avons examiné toute cette affaire sous le mauvais angle. Lanning haussa un sourcil. Violette paraissait méfiante. Vous voyez, continua Miss Marple, nous avons supposé que Denny était venu sposer le passé. Mais je pense qu'il est venu avec une dernière chance. Comprendre, il portait la colère, oui. Mais plus que ça, je crois, il portait espoir. J'espère que quelqu'un, n'importe qui, pourrait lui dire pourquoi Helena Mowbray a été rejetée. Elle se tourna vers Violette. « Tu lui as écrit une lettre, n'est-ce pas ?» Le visage de Violette se figea. « Vous l'avez brûlé, » dit gentiment Miss Marple. « Dans la sacristie de l'église. Vous pensiez peut-être qu'il était trop dangereux de le garder. Mais vous l'avez écrit, et vous y avez dit la vérité. » Les lèvres de Violette tremblaient. « Si, » murmura-t-elle. « Je voulais lui expliquer, mais je ne pouvais pas. J'avais peur qu'il me déteste. » Lanning dit doucement, « Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. » Violette tressaillit. « Je sais. » Miss Marple hocha la tête. « Alors, vous avez enterré la tasse. Vous avez enterré les gants. Mais je ne crois pas que vous lui ayez donné le thé. » Elle s'est retournée. Le révérend Allerton l'a fait. Les yeux d'Allerton s'écarquillèrent. « Quoi ?» La voix de Miss Marple était douce mais inflexible. « Vous étiez le confesseur d'Hélène, n'est-ce pas? Vous connaissiez toute l'histoire, depuis le début. Vous avez conseillé le chanoine lorsqu'il l'a renvoyé. Vous l'avez convaincu que c'était le seul moyen de préserver la dignité de l'Église. »« Ce n'est pas... » commença-t-il. Miss Marple continua. « Tu as vu Denny à la fête. Il t'a abordé. Il t'a montré la lettre. Il a dit qu'il publierait tout. Pas seulement les péchés du canon, le vôtre. Il a dit qu'il détruirait la réputation de l'Église. » Allerton regarda Lanning, Violette, le sol. « Oui, » murmura-t-il, « il l'a fait. »« Je soupçonne, » dit Miss Marple, « que vous vous êtes dit que c'était pour le bien commun. » Le vicaire baissa la tête. « J'ai préparé le thé. Je l'ai trouvé au salon. Il lisait le journal. J'ai essayé de le prendre. Il a refusé. Il a dit qu'il le montrerait à l'archevêque si nécessaire. J'ai paniqué. J'avais apporté le thé comme prétexte pour discuter. Et dans ma poche, il y avait une fiole. Je l'avais prise dans le placard de la sacristie 2 jours auparavant. On s'en était servi une fois pour les rats dans la tribune de l'orgue. Je ne me souviens même plus comment je l'ai versé. » Il leva les yeux. Je l'ai assis dans la cheminée, comme le chanoine avait l'habitude de s'asseoir. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'essayais de purifier ça, en quelque sorte, pour que ça paraisse paisible. Il y eut un long silence. Puis Miss Marple dit doucement, « La confession, mon cher révérend, ne concerne pas seulement l'âme, elle concerne aussi la loi. » Chapitre 10. Le jour où la cloche n'a pas sonné. Dans le village de Marlécombe, la routine était sacrée. Le carillon de la cloche marquait les heures non seulement du temps, mais de la vie elle-même, des baptêmes aux fêtes des moissons, des sermons du dimanche aux processions funèbres. On disait, à moitié en plaisantant, que même les poules pondaient leurs œufs à temps grâce à lui. Ainsi, lorsque le vendredi matin, la cloche ne sonna pas pour les matines de 9 heures, le silence fut de tonnerre. Miss Marple, assise avec son tricot et une tasse de thé posée précisément sur le bord de sa table de chevet, remarqua immédiatement l'absence. Elle leva les yeux vers l'horloge de la cheminée. 9h04. Le silence lui parut plus que mécanique. La cloche de Marlécombe avait résisté aux tempêtes, aux retards de maintenance et même à une épidémie de grippe qui avait cloué au lit toute la chorale de l'église. Mais elle n'avait jamais... J'ai raté un vendredi. Elle posa ses aiguilles et se leva. À l'église Sainte-Marguerite, les portes en bois étaient entr'ouvertes. À l'intérieur, une douce obscurité planait. La chaleur matinale habituelle, bougies vacillantes, bancs polis, livres de cantiques fraîchement rangés, avaient disparu. Même les fleurs près de l'autel commençaient à faner. Miss Marple trouva l'agent Leaver déjà à l'intérieur, chapeau à la main, parlant à voix basse au bedeau. Monsieur Fell. « J'ai tiré sur la corde moi-même, » disait Fell. «
Belle ne bougeait pas, comme si elle était coincée. « Sabotage ?» demanda le gendarme, visiblement ravi à l'idée d'un autre mystère. « Plutôt de la rouille, » murmura Fell. « Pourtant, je l'ai vérifié mardi et il sonnait propre. Je ne comprends pas. » Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. « Le révérend Allerton est-il là ?» Fell secoua la tête. « Plus depuis hier soir. » L'agent Lever se tourna vers elle. « Nous le cherchions, mademoiselle Marple. Il devait faire une visite pastorale à Tillingham ce matin. Il n'est pas arrivé. Sa femme dit qu'il a quitté la maison après le dîner et n'est pas revenu. »« Curieux, » murmura Miss Marple. Elle descendait lentement la nef, les yeux fixés sur les dalles. Elle ne cherchait pas le vicaire. Pas exactement. Elle écoutait. Le silence, l'absence de pas, de rituel, de bruit. Quelque chose avait changé. Le rythme du village, qui avait vibré malgré la tragédie, s'est maintenant essoufflé. Et avec lui, une vérité plus profonde est apparue. Le meurtre n'avait pas concerné un seul homme. Cela faisait environ un système, et ceux qui l'ont servi. À midi, la nouvelle avait atteint tous les coins de Marlécombe. Le révérend Allerton était porté disparu. Son vélo a été retrouvé juste au-delà de la limite sud du terrain communal, appuyé contre un poteau de portail, la selle humide de rosée matinale. Ses empreintes, faibles mais visibles dans la boue du bord, menaient dans les bois. Ils ne sont pas sortis. Une équipe de recherche fut rapidement constituée, menée par l'inspecteur Lenning et aidée de 2 hommes de la police de Tillingham. Mademoiselle Marple, bien que ne participant pas officiellement à l'opération, arpenta le terrain communal avec une détermination tranquille. Elle se souvenait des anciennes habitudes du chanoine, ses chemins, ses prières, sa retraite dans la cabane du berger en cas de difficulté. Elle se souvenait du journal, de la confession, du secret. Et elle se demandait, le révérend Allerton avait-il suivi le même chemin ? C'est un garçon de ferme qui a trouvé le vicaire. Il avait grimpé au vieux frêne pour récupérer un milan coincé et aperçut un éclair blanc dans les broussailles. C'était le col d'Allerton, toujours serré contre son cou, malgré l'absence de son manteau et la pluie qui s'était infiltrée dans ses chaussures. Il était assis droit contre un arbre, les mains jointes. Respirait, mais à peine. Lorsqu'ils le ramenèrent au village, il regarda autour de lui comme s'il se réveillait d'un rêve. « C'est fini », murmurait-il sans cesse. « Il n'y a plus que des cendres maintenant. » L'inspecteur Lenning rendit visite à Miss Marple ce soir-là. Il avait l'air épuisé, sa cravate de travers, son carnet oublié dans sa poche. « Et il ne parle pas de façon cohérente ?» dit Lenning. « Il dit qu'il est allé dans les bois pour prier, qu'il cherchait Helena, ou un signe, ou quelque chose. Il n'avait rien à manger. Pas de manteau. Il n'est pas bien. » Miss Marple lui a versé une tasse de thé. « Il est brisé, » dit-elle doucement. « Pas fou. Brisé. Le fardeau de ce qu'il a fait et de ce qu'il a permis est trop lourd maintenant qu'on le nomme. » Lenning se pencha en arrière sur la chaise, les yeux fermés. « Il a empoisonné un homme. »« Oui, » dit-elle, « mais il a aussi enterré un péché qui n'était pas le sien. Et il le porte en lui depuis. » Lenning ouvrit les yeux. « Sera-t-il inculpé ? » ?»« Ce n'est pas à moi de le dire, » dit Miss Marple. « Mais si justice existe, elle ne sera pas seulement légale, elle sera morale. Et c'est déjà en marche. » Ce dimanche-là, pour la première fois de mémoire d'homme, Marlécombe a célébré un service sans son vicaire. Un pasteur en visite d'Upper Tillingham présidait, raide et maladroit, lisant les Écritures avec toute la grâce d'un métronome. Les bancs étaient bondés. Violet Grimshaw était assise à l'arrière, le visage calme, un voile sombre tiré vers le bas. Nancy, la servante du presbytère au toit de chaume, était assise à côté d'elle. La jeune fille était maintenant étrangement calme, comme si l'âge adulte était arrivé à sa porte plus tôt que prévu. La chaise du docteur Crawford était vide. Miss Marple arriva discrètement et repartit tout aussi discrètement. Elle ne parla pas, mais elle observa. Elle regardait toujours. Ce soir-là, elle a écrit une lettre.
Au conseil d'examen diocésain, j'ai appris par mes observations et mes recherches que le regretté chanoine Grimshaw et le révérend Allerton étaient impliqués dans les décisions relatives à l'éloignement et à la dissimulation d'une jeune femme, Helena Mowbray, dont on a découvert plus tard qu'elle était la mère de mademoiselle Violette Grimshaw, de cette paroisse. Ces actes, motivés par un désir mal avisé de protéger la réputation de l'Église, ont conduit à la souffrance, à l'abandon et, finalement, à la mort. Même si un homme a payé de sa vie et un autre de sa raison, je vous implore d'examiner comment un tel silence a été permis, et de veiller à ce qu'une telle lâcheté morale ne soit plus jamais autorisée à porter le collier de la justice. Respectueusement, Mademoiselle Jane Marple. Elle le scella et le plaça près de la porte d'entrée. Il sera publié lundi. Le lendemain matin, la cloche sonna à nouveau, claire, stable, un carillon toutes les heures. Le son résonna dans les jardins et les ruelles, et pendant un bref instant, le village expira. Mais quelque chose avait changé. Marlécombe continuerait d'exister, comme le font les villages, mais il ne serait plus jamais aussi innocent, ni peut-être si aveugle. Chapitre 11. La vérité sous le plancher. La semaine suivante à Marlécombe fut marquée par un calme curieux. Le village, encore sous le choc d'un meurtre et d'une déconstruction spirituelle, semblait plus calme, plus introspectif. Les ragots, autrefois si avides de danser sur chaque pas de porte, circulaient désormais avec prudence, tel un chat aux pattes mouillées. Les gens parlaient à voix basse et croisaient Miss Marple dans la rue avec des hochements de tête solennels plutôt que des regards narquois. Au presbytère au toit de chaume, les stores restaient tirés. Violette Grimshaw n'était pas vue chez le boulanger ni à la poste. La seule visiteuse était Nancy, désormais hébergée chez sa tante à Tillingham, qui venait chaque matin et repartait à midi, silencieuse comme une ombre. Pendant ce temps, Miss Marple s'occupait de ses chrysanthèmes. Pour un observateur extérieur, elle semblait indifférente aux événements, penchée doucement sur ses massifs de fleurs, essuyant la terre de ses doigts, fredonnant de deux hymnes. Mais son esprit, comme toujours, était plongé dans une quête silencieuse et complexe. Car même si le révérend Allerton avait avoué avoir administré le poison, et si l'identité et les motivations de Charles Denny avaient été révélées, quelque chose clochait encore. Et d'après l'expérience de Miss Marple, lorsqu'une vérité semblait légèrement déséquilibrée, comme si un fil avait été cousu à un angle étrange, cela signifiait généralement qu'il y avait une autre couche sous. Et ainsi, un mercredi matin ensoleillé, elle rendit une dernière visite au presbytère au toit de chaume. Violette ouvrit la porte en silence. Elle paraissait fatiguée, pas usée. Il y avait encore de l'acier dans sa posture, mais épuisée à un point qu'aucun sommeil ne pouvait guérir. Son visage était pâle, ses yeux meurtris par l'insomnie. Miss Marple ne parle pas jusqu'à ce qu'ils atteignent le salon. Elle refusa le thé. Violette le lui offrit par habitude, mais aucune d'elles ne s'attendait à ce qu'il soit accepté. Au lieu de cela, ils étaient assis l'un en face de l'autre, le foyer sans feu entre eux, comme une cicatrice qu'aucun des deux n'osait reconnaître. « Je suis venue, » dit enfin Miss Marple, « parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus. » Violette tressaillit. « Encore ? » ?»« Oui, le bureau du chanoine. Vous l'avez fermé à clé peu après la mort de M. Denny. Vous avez prétendu que c'était pour des raisons d'intimité, et je n'en doute pas. Mais je me demande si vous avez déjà regardé. Sous cette étude. Violette fronça les sourcils. « Tu veux dire le sol ?» Miss Marple hocha la tête. « J'ai vu beaucoup de vieilles maisons, ma chère. Dans les chaumières comme dans les presbytères, il n'était pas rare, surtout chez les ecclésiastiques en ces temps difficiles, de cacher des objets dans des planchers creux. Pas forcément pour des raisons malveillantes, simplement pour préserver son intimité, ou par peur. » Violette hésita, puis il se leva. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je n'ai jamais regardé. Je ne pouvais pas. Je n'y suis même pas retournée depuis. »« Je comprends, » dit doucement Miss Marple.
Mais je pense qu'il est temps. La porte du bureau grinçait sur ses gonds. L'air intérieur était lourd de poussière et imprégné d'une légère odeur de vieux papier et de tabac à pipe. De hautes étagères bordaient les murs, encombrées de volumes théologiques, de dictionnaires latins et de registres paroissiaux cornés. Une chaise à haut dossier était posée en angle près de la fenêtre, et un grand bureau, abîmé et taché d'encre, faisait face à la grille froide. Miss Marple se déplaçait lentement, examinant le sol. Le tapis était grand, décoré et visiblement usé au centre. Avec l'aide de Violette, elle le roula. En dessous, les planches étaient inégales. L'un d'eux en particulier portait un clou plus récent, légèrement tordu, argenté au lieu d'être en fer. Quelqu'un l'avait remplacé au cours des 10 dernières années, peut-être moins. Miss Marple s'agenouilla prudemment, utilisant le bout du manche de son parapluie pour faire levier sous le bord. Avec un doux craquet, le conseil a été levé. À l'intérieur se trouvait une cavité étroite, sèche et sombre, et dedans, une petite boîte en métal. Violette haleta. Miss Marple ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Un deuxième journal, celui-ci relié en cuir rouge craquelé, plus ancien et plus fin que le premier. Une enveloppe scellée portant la mention « À lire seulement dans ma mort ». Un chapelet de perles en verre bleu, ébréché, mais poli par l'usage. Miss Marple tendit l'enveloppe à Violette. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. « À quiconque trouve ceci, je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je peux confesser le péché qui m'a hanté. Helena Mowbray n'était pas seulement ma pupille, c'était ma nièce, l'enfant de ma sœur. Elle est venue me trouver après la mort de sa mère à Naples, me considérant comme sa dernière famille. Je l'ai recueillie, une jeune fille de 16 ans, intelligente, curieuse et trop belle pour sa propre sécurité. Je l'aimais, non pas comme un homme aime une femme, mais comme un homme aime une fille qu'il n'a jamais eue. Et c'est cet amour, perverti par la peur et la honte, qui a tout gâché. Quand j'ai découvert qu'elle était enceinte, je l'ai suppliée de garder le silence, de partir. J'ai organisé une école à l'étranger. Je lui ai dit que je l'aiderais, mais je l'ai laissé tomber. Et lorsqu'elle m'a demandé de dire la vérité, de déclarer l'enfant comme membre de ma famille, j'ai refusé. Je craignais que l'Église ne se retourne contre moi. Elle est partie. Elle ne m'a jamais pardonné. Mais elle m'a envoyé l'enfant, Violette, et j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai élevée dans l'ombre, feignant la générosité tout en me cachant derrière la droiture. Cette maison, ce bureau, est rempli de sermons que je n'ai jamais prononcés. Mais cette boîte contient le seul qui compte. Pardonnez-moi, ou pas. Mais sachez ceci, je les aimais tous les deux. Âgée Violette s'assit lentement. Des larmes coulèrent, mais pas de surprise. Je me suis toujours demandé, murmura-t-elle. J'ai toujours soupçonné. Miss Marple lui toucha doucement la main. Tu n'étais pas abandonnée, dit-elle doucement. Tu étais cachée, mais pas sans amour. Le journal ne contenait plus que quelques entrées, des pensées fragmentaires pour la plupart. Les craintes du chanoine, sa culpabilité, ses tentatives de concilier la foi avec l'échec. Mais c'était suffisant. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Lenning a lu la lettre dans le salon de Miss Marple. « Cela ne change rien sur le plan juridique, » a-t-il déclaré. « Mais moralement, c'est comme une lanterne dans une cave. » Miss Marple hocha la tête. « Exactement. Ce meurtre ne visait pas seulement à faire taire le passé, il visait à punir ceux qui refusaient d'en porter le poids plus longtemps. »« Et Allerton ?» demanda-t-il. « Que lui arrive-t-il maintenant ?» La réponse de Miss Marple fut calme. « Je soupçonne qu'il ne quittera jamais sa cellule, qu'elle soit barrée ou non. » À la fin de la semaine, le presbytère au toit de chaume avait commencé à se vider. Violette s'installa dans un cottage sur Roseberry Lane, plus petit, plus lumineux, avec moins d'ombre.
Elle n'emporta que quelques livres du chanoine, mais garda le chapelet, non pas pour la foi, mais pour la mémoire. Et la cheminée, elle l'avait entièrement murée. À la place, elle a installé une bibliothèque basse et une seule photo, celle de sa mère, Helena, debout près du portail du jardin, un livre à la main, et le vent lui emportant les cheveux. Miss Marple, quant à elle, se remit à tricoter. Mais chaque soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que la cloche de l'église sonnait pour les vêpres, elle regardait le jardin et murmurait doucement. Le passé n'est jamais vraiment silencieux. Il attend seulement que quelqu'un l'écoute. Chapitre 12. Un village réapprend son histoire. Tout a commencé, comme c'était souvent le cas à Marlécombe, par quelque chose d'apparemment petit. Une ligne dans le bulletin de l'église, juste après l'avis concernant la vente de pâtisseries de la Guilde des femmes et avant le rappel pour la fête des récoltes, il y avait une phrase dans la case désormais vide du révérend Allerton dans le programme. Série de sermons du mois prochain, réflexion sur la rédemption. Aucune signature, aucune précision. Mais c'était la première reconnaissance, même discrète, que les choses avaient changé. Marlécombe avait passé les 2 dernières semaines à arpenter prudemment ses rues, comme s'il craignait de réveiller une vérité endormie. Les gens hochèrent la tête plus solennellement. Les commerçants baissaient la voix lorsqu'ils parlaient de « toute cette affaire » ou de « l'affaire Grimshaw », et les conversations dans la file d'attente à la boulangerie étaient empreintes de longs silences et de regards incertains. Personne ne savait vraiment quoi dire. Ils étaient habitués aux histoires qui se passaient d'autre part. Des guerres, des scandales, voire des tragédies. Mais jamais ici. Jamais entre les murs de pierre immaculés du presbytère au toit de chaume. Jamais impliquant l'Église. Jamais impliquant des gens qu'ils savaient. Cette illusion s'était brisée. Et le village, à son rythme lent et hésitant, commençait à apprendre à marcher sans lui. Miss Marple l'a remarqué pour la première fois chez l'épicier. Madame Beale, qui avait autrefois déclaré à haute voix qu'Helena Mowbray était trop moderne et qualifié le retour de Violette de suspect, adressa maintenant à Violette un petit sourire discret en lui remettant son colis. « Tu trouveras les pommes sucrées cette semaine, » murmura-t-elle, « comme ta mère les aimait. » Violette cligna des yeux. « Tu la connaissais ?»« Oh oui, » dit Madame Beale. « Elle tenait le stand de confitures avec ma sœur en 1932. Elle parlait trop, riait trop fort, mais elle avait bon cœur. Et comme ça, la mémoire est revenue. Une mémoire née non pas des ragots, mais de l'humanité. Cela a continué à l'école. Le jeune Freddy Raines, dont la mère lui avait interdit de jouer près du presbytère, demanda alors à son professeur si tous les prêtres étaient là mauvais. Mademoiselle Cotterill, une femme à la mâchoire sévère et aux yeux doux, marqua une pause avant de répondre. « Non, » dit-elle lentement, « mais ils sont humains. Et parfois les humains font de terribles erreurs. Freddy a réfléchi à cela. Est-ce qu'ils disent pardon ? Pas toujours, répondit-elle, mais parfois quelqu'un d'autre le dit à leur place. À l'auberge, Harold Fox, ce collectionneur grisonnant d'histoires de pub et de souvenirs de guerre à moitié vrais, était assis en sirotant une pinte et avouait à haute voix, sans s'adresser à personne en particulier. Le pasteur aurait dû s'exprimer il y a des années. Mais ce chanoine, il a régné par le silence. On ne peut pas reprocher à cette fille de vouloir partir. Le silence qui suivit ne fut pas choqué. C'était réfléchi. Pendant ce temps, Miss Marple reçut une lettre. Il arrive sur un papier épais couleur crème, avec un cachet de la poste belge. L'écriture lui était inconnue, mais son contenu lui apporta une rare sérénité. « Chère Miss Marple, je vous écris pour vous remercier. Je n'ai jamais connu ma tante, Helena, mais je la connaissais sous ses traits, l'ombre qu'elle a laissée dans notre famille. Ma mère, sa sœur cadette, portait son absence comme un mot plié qu'elle n'osait jamais lire. Charles Denny était mon cousin. Il ne m'a jamais dit où il allait, seulement qu'il avait besoin de trouver la paix.
J'ai craint le pire, lorsqu'il n'est pas revenu. Maintenant je comprends. Merci de votre écoute, et de dire la vérité que d'autres ne diraient pas. Sincèrement, Anna Mowbray, Miss Marple, rangea la lettre dans le tiroir de son bureau avec beaucoup de soin. Au cottage de Violet Grimshaw, sur Roseberry Lane, le changement s'est fait plus lentement. Elle restait tranquille, se levant tôt, s'occupant de son nouveau jardin avec une diligence discrète. Mais elle répondait maintenant aux salutations. Elle souriait. Elle écrivait un mot de remerciement à Miss Marple sur une carte en lin repassée. Et chaque dimanche matin, juste avant que le nouveau vicaire ne commence son sermon, elle se glissait dans le banc du fond de Sainte-Marguerite, le siège où sa mère s'asseyait autrefois, et s'asseyait, non pas en pénitence, mais en présence. Elle ne broncha plus à la vue du cordon de la cloche, et parfois, lorsque l'église était vide, elle montait l'étroit escalier menant au clocher, et passait ses doigts sur les initiales gravées dans le vieux bois, HM 1930. Elle n'en a rien dit à personne. Certaines choses, disait souvent Miss Marple, sont mieux ressenties que dites. Nancy, la bonne, reprit son travail à temps partiel au presbytère. Elle gardait la tête haute, et lorsqu'un jeune homme de la boulangerie lui demanda si elle avait vu quelque chose d'étrange ce jour-là, elle lui répondit sans détour : « J'ai vu un homme mourir, et j'ai vu une femme décider de ne pas mentir. » Le jeune homme ne dit plus rien après cela, mais le lendemain, il lui a offert un scone gratuitement. Une semaine plus tard, Miss Marple se retrouva à marcher à nouveau sur le common. L'herbe avait repoussé du piétinement des équipes de recherche. L'air sentait vaguement la fumée et la ronce. Elle s'arrêta près de l'emplacement de la vieille cabane de berger, l'endroit où elle avait autrefois découvert le journal caché du chanoine, et s'assit sur une pierre plate sous les bouleaux. Elle n'avait pas besoin de relire le journal. Son poids restait avec elle, mais elle pensa juste un instant à tous les petits choix qui l'avaient rendue conduite à ce point. Pas une seule grande trahison, mais une série de silences. Le chanoine qui craignait l'Église, le vicaire qui craignait d'être exposé, la femme de chambre qui craignait d'être renvoyée, la nièce qui craignait de devenir sa mère. Et pourtant, une à une, ces peurs avaient été nommées, et les nommer avait permis à quelque chose d'inattendu de s'épanouir. Pas une justification, pas exactement une justice, mais quelque chose de plus calme, et à bien des égards, de plus radical. Rachat, pas le genre de message prêché en chair ou chanté dans des hymnes, mais celui que l'on trouve dans les mains qui cessent de trembler lorsqu'elles passent devant la maison où quelqu'un est mort. Le genre que l'on trouve dans un village qui, pour la première fois, commence à prononcer à haute voix les noms de ceux qu'il a essayé d'oublier. Ce soir-là, Miss Marple alluma une seule bougie sur son manteau et s'assit près du feu. Elle a écrit la note finale dans son cahier. La vérité n'a jamais été enterrée sous la cheminée. Il vivait dans l'espace entre le silence et la mémoire. Et avec le courage qu'il faut, pour un village, pour une femme, pour une vie, pour enfin le dire. Elle replia le carnet. Puis, tandis que la cloche de l'église sonnait doucement sur les toits du village, elle se versa une petite tasse de thé, se laissa aller dans son fauteuil et sourit. Chapitre 13. Une confession et un début. La confession n'a pas été faite avec drame, mais avec un coup. Il était tôt, pas encore 9 heures, et Miss Marple venait tout juste de commencer son thé lorsqu'elle entendit frapper à sa porte d'entrée. 3 coups rapides, ni urgents, ni hésitants. Volontaire. Elle ouvrit la porte et trouva Nancy, la servante du presbytère au toit de chaume, debout dans le chemin du jardin avec son chapeau dans les mains et une expression raide sur son visage. « Miss Marple, dit-elle, je crois que je dois dire quelque chose, en bonne et due forme. Je n'ai pas été totalement honnête. » Miss Marple s'écarta sans un mot et fit un geste vers le salon. « Entrez, ma chère. » Nancy était assise, les mains serrées sur ses genoux, le regard fixé sur un point juste au-dessus de la cheminée. Son énergie habituelle, l'agitation, la maladresse et le désir de plaire s'étaient apaisés pour laisser place à quelque chose de plus solennel, d'adulte.
Je l'ai retenu assez longtemps, dit-elle finalement. Je n'étais plus sûre que ça avait encore de l'importance avec tout ce qui est sorti, mais ça en a. Ça compte. Miss Marple fit un petit signe de tête encourageant. Commencez par le commencement. Nancy prit une inspiration. Le matin de la fête, j'ai menti. J'ai dit n'avoir vu M. Denny qu'après les cris de mademoiselle Violette. C'était faux. Je l'ai vu arriver. Je l'ai laissé entrer. Sa voix tremblait. Il a demandé mademoiselle Grimshaw, et je lui ai dit qu'elle était sortie. Il a dit que ça ne le dérangeait pas, qu'il attendrait. Mais il était en colère. Il ne criait pas, juste serré en colère, comme quelqu'un qui essaie de toutes ses forces de ne pas crier. « Qu'a-t-il fait pendant qu'il attendait » demanda Miss Marple. Il s'est assis dans le salon. Puis, au bout d'un moment, il s'est levé. Il a commencé à faire les 100 pas. Je l'ai vu regarder la cheminée, les livres, comme s'il cherchait quelque chose. Il tenait un papier à la main. Je ne sais pas ce qu'il y avait dessus. Quelque chose d'écrit à la main. Il marmonnait. « Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose ?» Nancy hocha lentement la tête. Il a demandé où étaient conservés les papiers privés du chanoine. J'ai répondu que je ne savais pas, ce qui n'était pas vraiment le cas. Il m'a alors regardé avec un regard fixe et a dit « Quelqu'un ment dans cette maison ». Ses mains se tordaient sur ses genoux. J'ai eu peur. J'ai dit que je devais aller chercher quelque chose à la cuisine, et je suis parti. Mais je ne suis pas allé à la cuisine. Je suis allé au presbytère. Miss Marple cligna des yeux. « Au révérend Allerton ?» Nancy hocha la tête. « Il avait toujours été gentil avec moi. » Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Je lui ai dit qu'il y avait un homme étrange dans la maison, qu'il posait des questions sur la famille de mademoiselle Grimshaw. Je n'ai pas mentionné Helena. Je ne savais pas à quel point il savait, tu vois. Je pensais juste, peut-être qu'il pourrait venir lui dire de partir. La voix de Miss Marple était calme. Et il l'a fait. Nancy hocha de nouveau la tête. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit qu'il partirait immédiatement. Je suis revenu ici, à la maison, juste au moment où mademoiselle Grimshaw revenait de la fête. C'est là qu'elle a trouvé le corps. Je ne savais pas qu'il était mort avant qu'elle ne hurle. Miss Marple resta assise, immobile. Le révérend Allerton entra donc dans la maison avant le retour de Miss Grimshaw. Avant votre retour, pendant que Denny était seul. La voix de Nancy se brisa. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Je pensais qu'il lui parlerait simplement, lui dirait de partir. Je ne savais pas qu'il... Elle s'interrompit, les mains tremblantes. Si je n'étais pas allé au presbytère. Tu as fait ce que tu pensais être juste, dit doucement Miss Marple. Tu avais peur. Tu t'es tourné vers quelqu'un en qui tu avais confiance. Ce n'est pas un crime. Nancy s'essuya les yeux du bord de sa manche. Je pensais que si je te le disais, je me sentirais plus légère. Mais non. Miss Marple posa une main sur la sienne, petite, chaude et ferme. Tu le feras, avec le temps. Plus tard dans la matinée, Miss Marple se rendit au presbytère. Les portes étaient désormais closes, les fenêtres fermées. Le révérend Allerton avait été placé en congé prolongé. Le diocèse n'avait pas encore décidé si des accusations formelles seraient apportées. Lening avait souligné que les aveux, bien que sincères, pourraient ne pas tenir devant un tribunal. La cause du décès de Denny avait laissé peu de traces physiques, et la fragilité mentale d'Allerton compliquait encore les choses. Mais Miss Marple n'était pas là pour lui. Elle a demandé à parler à Madame Allerton. L'épouse du pasteur était une femme à la voix douce, aux mains fines comme du papier, et à l'expression épuisée de quelqu'un qui avait passé des décennies à suivre les décisions d'autrui. Mais aujourd'hui, sa colonne vertébrale semblait plus droite. Elle invita Miss Marple dans le salon et versa du thé léger avec une sorte de cérémonie délibérée. « Il m'a raconté, dit-elle doucement, après un long silence. Pour Helena, pour la fille, pour tout, pas d'un coup mais par morceaux, au fil des ans. Je crois qu'il voulait oublier, mais une partie de lui n'y arrivait pas. Et tu savais ce qu'il a fait à Denny ? Madame Allerton baissa les yeux. Non, pas avant. Mais je m'en doutais.
Et je ne l'ai pas arrêté non plus, si. Miss Marple ne répondit pas à cela. Au lieu de cela, elle a demandé « Croyez-vous qu'il le regrette ?» La femme du vicaire regarda par la fenêtre, vers le clocher qui avait autrefois sonné ses sermons. « Je crois, dit-elle, que le regret est la seule chose qui lui reste. » Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Violette une dernière fois. Le soleil se couchait, dessinant de longs traits dorés sur le sol du cottage. Le jardin à l'extérieur avait pris le doux parfum humide des saisons. Violette portait un chemisier gris uni et tenait une lettre à la main. « J'ai reçu une offre, dit-elle, d'une école de filles d'Exeter. Ils recherchent un professeur de littérature. Classe à effectif réduit. Salaire correct. » Miss Marple haussa les sourcils. « Êtes-vous tentée ? » « Je le suis, dit Violette. Je pense que ce serait bien d'être dans un nouvel endroit, non pas pour oublier, mais pour, en direct sans que le poids de celui-ci ne s'exerce sur chaque mur. » Miss Marple hocha la tête. « Et la maison ? J'ai fait en sorte qu'il soit vendu. Discrètement. Il est temps. » Il y eut un silence. Puis Violette tendit la lettre. C'est d'une femme nommée Anna, la nièce d'Helena. Elle dit qu'elle veut me rencontrer. Veux-tu ? Violette baissa les yeux sur la lettre. Sa voix était basse. Oui. Je crois que j'ai besoin de la connaître. Pas à cause du sang, mais parce qu'elle se souvient de ma mère comme je n'aurais jamais pu le faire. Miss Marple se leva. Alors je crois, ma chère, que ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. Violette la regarda. Non, dit-elle. Je suppose que c'est le début. Chapitre 14. Le feu qui brûle proprement. Le jour de la fête des moissonneurs arriva dans un calme étrange et radieux, comme si Marlécombe avait expiré. L'air était imprégné d'un doux parfum de pommes, de roses tardives et de terre humide. Les cloches de l'église sonnèrent à nouveau, moins bruyamment qu'avant, mais avec constance, comme si elles se souvenaient de leur origine. Ce matin-là, Miss Marple se tenait devant le portail de son jardin, ficelant un petit panier de prunes pour l'apporter à la table de quête de l'église. Elle portait son plus beau chapeau, bleu marine orné d'une modeste grappe de violette en soie, et ses chaussures de marche, bien cirées mais encore éraflées aux orteils. De l'autre côté de la rue, Violette Grimshaw sortit de son cottage. Elle portait un manteau ayant appartenu à sa mère, un simple manteau en laine, ajusté mais adouci par le temps. Il lui allait désormais, tant physiquement que spirituellement. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la rue. Miss Marple sourit. Violette lui rendit son sourire. La saison des récoltes avait toujours été une période d'abondance tranquille à Marlécombe. Des pommes empilées dans des caisses à côté des murs de pierre, des pots de confiture brillant comme des vitraux au soleil de l'après-midi, et des enfants se poursuivant dans les haies du cimetière. Mais cette année, il y avait autre chose, quelque chose de non dit, porté doucement par chaque personne qui entrait dans la vieille église en pierre. Pas de honte, pas même le pardon, mais une sorte de révérence pour la vérité, et ce qu'il en a coûté pour la dire. Le service était présidé par un vicaire temporaire de Lyme Regis. Il était jeune, un peu nerveux, et trébucha sur la lecture de l'épître aux Corinthiens. Mais personne ne s'en soucia. Les hymnes étaient de familiers. Les bancs étaient remplis. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres comme de l'or liquide. Miss Marple était assise à sa place habituelle. Le troisième banc en partant du fond, juste sous l'ange sculpté à l'aile légèrement ébréchée. C'était son endroit préféré. De là, elle pouvait tout voir. Les vitraux, les têtes baissées, les planches qui craquaient sous le pied de M. Holcombe, alors qu'il bougeait pendant le sermon. Et Violette, sur le deuxième banc en partant du premier, les mains jointes sur ses genoux. Elle ne bougeait pas, elle ne regardait pas autour d'elle, elle écoutait simplement. Lorsque les plateaux de collecte passèrent, elle glissa une petite enveloppe blanche dans le panier en osier. À l'intérieur se trouvait un chèque libellé à l'ordre de le fonds de bourse pour les filles d'Helena Mowbray.
une nouvelle bourse pour les filles orphelines de la région, qui sera administrée par la paroisse et le conseil scolaire de Tillingham. Aucune annonce n'a été faite, aucune plaque ne sera apposée, mais ceux qui savaient, savaient. Après la cérémonie, les villageois se sont rassemblés dehors, sous le hêtre pourpre, où le thé était servi dans des théières en émail bleu, et où Madame Loring distribuait des biscuits à l'avoine glacée au citron. Les enfants couraient en rond autour du vieux puits en pierre, et quelqu'un jouait du tin whistle. Pour beaucoup, c'était comme si quelque chose avait été restauré. Non pas l'innocence, elle avait été perdue, mais peut-être intimité, une sorte de proximité renouvelée. La certitude silencieuse que chacun portait quelque chose de lourd, de caché, et que ces fardeaux pouvaient, parfois, être déposés. Miss Marple refusa un deuxième biscuit et se tourna pour partir. Elle était à mi-chemin du chemin lorsqu'elle fut arrêtée par la gouvernante du docteur Crawford, Madame Blott. « Il ne reviendra pas, » dit la femme sans préambule. Miss Marple leva les yeux. « Le docteur ?» Madame Blott hocha la tête. « Il est allé dans une clinique privée près d'Exeter. Pas pour une punition, pour se reposer. Je crois qu'il en a fini avec cet endroit. » Miss Marple inclina la tête. « Et peut-être que cet endroit en a fini avec lui. » La gouvernante hésita, puis dit plus doucement. « Il m'a demandé de vous remercier, de n'avoir pas dit plus que nécessaire, et de votre compréhension. » Miss Marple lui lança un regard à la fois gentil et perçant. « J'ai découvert, Madame Blott, que la vérité, une fois dite à voix haute, a rarement besoin d'être criée. » Cet après-midi-là, Violette a emballé le dernier de ses cartons. Le presbytère au toit de chaume était désormais vide. Le papier peint avait été débarrassé de ses crucifix, les lourds rideaux tirés pour laisser entrer la lumière automnale. Une affiche à vendre était discrètement accrochée au portail du jardin. Mais dans le salon, une chose restait. Une petite grille en laiton, récemment installée à la base de la cheminée, non pas pour brûler du bois, mais comme un geste symbolique. Un feu qui avait autrefois caché la mort ne garderait désormais plus aucun secret. Violette entra dans la pièce et alluma une seule allumette. Elle la laissait tomber sur le petit bois. La flamme s'est allumée rapidement, jaune, puis dorée, puis orange, le doux crépitement résonnant faiblement dans le foyer carrelé. Elle resta un moment à l'observer, puis elle se retourna et sortit par la porte. De retour à son cottage, Miss Marple était assise dans la lumière du soir, sirotant du thé et examinant sa petite pile de coupures et de notes, toutes soigneusement rangées dans son cahier, maintenant presque plein. Elle pensait à Charles Denny, à propos du révérend Allerton, à propos d'Helena et de la façon dont la honte lui avait survécu, et à propos de Violette, qui avait traversé le feu, littéralement, et en était sortie non pas indemne, mais non brûlée. Il n'y avait aucun article de journal qui relatait ce qui s'était réellement passé à Marleycombe cet automne-là. Aucun titre ne pourrait capturer le tremblement des tasses de thé ou la signification d'un parterre de fleurs creusé trop tard dans la saison. Mais Miss Marple n'avait pas besoin de gros titres. Elle a fermé son livre, et elle s'est autorisée juste un bref instant à pleurer, pas par tristesse, mais par gratitude, pour une vérité enfin déterrée et un village enfin assez courageux pour se souvenir.